Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview chez La Story. Je suis avec Monsieur Manitou. Salut tout le monde, je suis là. Ouais, nous sommes tous les deux avec Sylvain et Vincent qui se trimballent sur internet avec d'autres pseudos, Siltarius et Vinsu ou Vince ou voilà. Enfin, moi, j'ai choisi arbitrairement les prénoms, mais vous nous direz évidemment ce que vous préférez pour ce soir, qui sont auteurs et éditeurs sur Elestria. Eh oui. Un jeu de rôle qui va rentrer en financement participatif au moment où vous voyez cette vidéo, dans quelques jours, si ce n'est le lendemain de cette vidéo. Ouais. Et si jamais vous voyez cette vidéo dans un an, eh ben ça vous servira toujours à savoir de quoi ce jeu parle et savoir s'il peut vous intéresser. Vous pourrez voir ce que vous avez raté, comme ça, c'est bien. C'est ça. Si évidemment vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux, en commençant par Sylvain, parce que c'est le premier sur mon overlay, ça serait cool pour tout le monde. Eh ben, Sylvain Garnier, alias Siltarius sur les réseaux sociaux, l'auteur d'Elestria. C'est ton premier jeu d'auteur, hein? Ta première publication? Alors oui, c'est ma première publication. J'ai écrit pas mal de choses pour plein d'autres jeux, notamment voilà. un classique des Donjons et des Dragons, pour ne citer que lui, avec des très grandes campagnes. Pour un autre avec Colonial Gothic de Trikitov, un auteur que j'adore particulièrement, qui aime bien mon projet, c'était cool. Et que Vincent connaît d'ailleurs, qui m'a fait rencontrer. Donc ouais, très très sympa. Et puis là, c'était le moment peut-être de partir sur un projet plus personnel et d'essayer de lancer Elestria, de lancer mon jeu avec mon très cher éditeur. Très bien. Très cher éditeur, d'ailleurs. Quant à moi, donc, c'est Vincent, de mon petit pseudo dans le milieu ludique, Vinsu. C'est un pseudo qui a commencé à me coller à la peau lorsque je me suis lancé donc dans l'associatif sur Nice, et depuis, c'est un pseudo qui, on peut dire, m'a plus jamais lâché. Donc depuis, c'est un petit peu mon nom de guerre, et partout où je vais, c'est Vinsu, donc c'est resté. Donc je suis donc l'éditeur d'Elestria. J'ai fondé la maison d'édition des éditions du Chrysalium, une petite maison d'édition niçoise que j'ai créée en ce début d'année, avec pour principale volonté de vouloir mettre en avant le travail des jeunes auteurs, et Sylvain donc était tout désigné pour être notre premier projet. Je suis vraiment content d'être avec lui. Et du coup, Elestria, Crystalium a été fondé pour Elestria à la base, et ensuite ça va s'ouvrir, ou c'est un concours de circonstances, ou c'est un recrutement standard de maison d'édition? Alors disons que je voulais avoir au moins un jeu de lancement lorsque j'avais créé la maison d'édition. Le projet de la maison d'édition, c'est un projet en vrai que j'ai depuis longue date dans ma petite tête. Ça fait plusieurs années que j'y pense plus ou moins sérieusement, et sur on va dire sur la fin de 2021, j'y pensais tellement à m'en rendre un petit peu fou, on peut dire. Des fois, pas dormir la nuit, tellement j'avais envie de faire des projets, tellement je voulais avancer, et tellement je voulais avoir un petit rôle un peu professionnel dans le milieu du jeu de rôle qui, personnellement, dans toute ma vie, m'a beaucoup apporté. Et du coup, je voulais rendre un petit peu quelque part l'appareil à mon petit niveau, à ce milieu ludique. Et j'avais déjà repéré donc Elestria et Sylvain du temps où je m'occupais de la partie jeu d'un festival de jeux sur Nice, donc Nice Fiction, particulièrement pendant la partie Covid, où c'est moi qui faisais un petit peu qui recevait tous les auteurs qui demandaient à avoir des stands et faire des parties, et donc faire des petits entretiens pour savoir qu'est-ce qu'était leur jeu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sylvain. Et son jeu m'avait l'air un peu beaucoup même sérieux et en partie terminé, donc c'est comme ça que déjà je l'avais un petit peu repéré et qu'on a commencé à suivre. Et lorsque j'ai concrètement fondé la maison d'édition, et j'ai parallèlement proposé à Sylvain d'être notre jeu de lancement. Tu vois, Kiefer, je t'avais dit que c'était pas un concours de beuverie et que tu m'avais dit, c'est vraiment sérieux, quoi. En fait, c'est plus une rencontre, en fait, qu'une beuverie, mais une beuverie est une rencontre. C'est vrai. Une rencontre peut amener. On s'en souvient moins bien pour s'échanger les mails. C'est ça, après c'est un peu plus compliqué, ouais. Du coup, rapidement, sans trop s'étaler pour le moment, on y reviendra après, mais globalement, on finance quoi et de quand à quand? Alors, le financement va commencer donc à partir du 31 octobre au soir, donc à 19h. Il va durer un mois, donc pour une période de base d'un mois. On verra s'il y a besoin de rallonger un petit peu. Et on va donc financer le jeu de rôle Elestria, donc le livre de base, l'écran et quelques jolis petits goodies. On va avoir donc des dés avec une face Elestria qui seront chacun aux couleurs des éléments, puisque donc Elestria étant un jeu de rôle élémentaire, comme j'ai pris l'habitude de dire, donc forcément le feu sera rouge, l'eau sera bleue, etc. On va avoir une magnifique carte du monde d'Elestria sur le format A3, donc en fonction des paliers, ce sera ou sur du papier imprimé ou sur du néoprène.
Et il est fort possible qu'on ait un magnifique pack avec des jolis t-shirts. Cool. Avant de parler du jeu en lui-même, rapidement, est-ce que vous avez peut-être les noms des personnes qui travaillent avec vous sur ce projet, le nom de l'équipe pour ce projet? Moi, de mon côté, parce que le projet a été avancé un petit peu en amont de la rencontre avec Vincent et son équipe des éditions du Crystallium. Moi, j'ai Alexandre Caron, un ami et graphiste, qui m'a aidé sur tous les logos, les choses comme ça, la mise en page, pas mal de choses. Et puis Garnouille Art, celle qui a fait les images qui se trouvent derrière moi. Et récemment, Yuen, un illustrateur qui me fait les paysages qui sont magnifiques, qui ont servi pour l'overlay, là, que vous voyez. Et puis, on va avoir quelques relecteurs, notamment Julien Boutreux, orthophoniste et qui écrit de la poésie. Alors, autant vous dire que ça saigne quand il relit. Et c'est très efficace. Il y a Willy Mangin, c'est plus un ami qui m'a aidé, et puis quelques autres relecteurs, bien sûr, puis des amis qui ont entretenu le jeu et qui d'ailleurs ont servi à certains exemples dans le jeu et qui ont construit certaines parties du lieu. Mais ça. Et puis Mako MJ, qui joue d'ailleurs sur d'autres conventions pendant que je serai aux Utopiales, pendant que cette vidéo sortira. Exact. Effectivement. Super. Alors pour ma part, c'est vrai que pour ce qui est de toute l'équipe rédactionnelle, c'est en partie du côté de Sylvain que ça se passe. Moi de mon côté, donc l'équipe éditoriale, donc j'ai fondé la maison d'édition avec Arnaud, donc un ami depuis des années et qui a toute ma confiance pour gérer les affaires. Donc c'est nous qui, en nous concertant, avons mis notre confiance en Lestria. Pour le coup, techniquement, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de faire grand-chose, étant donné que l'univers était déjà très avancé, le système très avancé, en partie illustré. Donc, en tant qu'éditeur, on a vu un premier jeu entre guillemets clé en main. Donc, on a quasiment eu affaire qu'à lui donner la petite impulsion qui lui manquait pour vraiment décoller et prendre un petit peu la dimension professionnelle qui lui manquait. Parce que c'est vrai que je me rappelle très bien du début d'Elestria lorsque je l'ai connu. On va dire que Sylvain était partout dans toutes les conventions. Et au niveau de... Bon, même s'il faisait des messages partout et qu'il se donnait à fond, au niveau des likes, on va dire qu'il plafonnait à peu près à genre autour des 100 likes. Et moi, j'estime qu'avec je lui ai apporté le petit réseau qui lui manquait pour se glisser dans les bons engrenages. Et maintenant, on pense que Elestria a assez décollé pour enfin vraiment en faire un jeu vraiment éditable et sortir au gros public. Donc, comme on dit, le sortir des cartons. On voit le projet, on voit le temps qui passe, et puis on se dit qu'il est peut-être temps d'y arriver, surtout s'il y a une situation familiale qui fait qu'il faut que ça évolue un petit peu. Et puis, il y a une situation où il y a les réalités financières, il y a le contact, les réseaux, comment il faut faire, qu'est-ce qu'on croise. Effectivement, écrire, bon, pas forcément un spécialiste, mais ça se fait à peu près pas trop mal, ça encore. Il y a de la relecture, les illustrations, ça j'avais un peu géré. Mais effectivement, le côté communication, le côté contacter d'autres éditeurs, des boutiques, des machins, beaucoup de choses, là, effectivement, là, il faut pour finaliser le projet. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est croisé avec Vinsou. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est, je pense, assez bien entendu sur le projet, ce qu'on voulait faire tous les deux. Il me laissait libre de mettre ce que je voulais dedans. Et finaliser en fait les choses, m'aider à finaliser mon projet. Et étape indispensable, hein. Ça arrive à la fin, mais c'est beaucoup de boulot d'un côté comme de l'autre, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est vrai que pour le coup, je m'occupe beaucoup plus du côté, on va dire, structurel d'Elestria, donc tout ce qui est production, réception et redistribution, parce que pour le coup, moi, lorsque j'ai lancé mon projet donc d'éditer les jeunes auteurs, c'était pour repérer les jeux tels qu'ils étaient et les garder en partie pour ce qu'ils sont et pas pour tout changer comme énormément d'autres auteurs font. Et je voyais pas pourquoi j'allais prendre Elestria pour ce qu'il était pour tout changer au risque de le dénaturer au final. Donc j'apporte à Elestria énormément du côté structurel et logistique que tout jeu de rôle professionnel se doit d'avoir pour ce qui est en partie la production et redistribution. Donc Elestria, c'est quoi les particularités d'Elestria? Par exemple, la genèse du jeu, les inspirations, ce genre de choses. La genèse du jeu, ça doit remonter à 6-7 ans, après 25 ans de Donjons Dragons. Ah. Et d'ailleurs, j'aime à dire que dans Elestria, il n'y a pas de donjon, il n'y a pas de dragon.
Ah, mais il y a les règles 5e quand même, non? Non, alors, le D20, non. Alors, il y a du D10, qu'on se rassure tout de suite, il n'y a pas de D20. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est des jeux qui sont très bien. Ils sont Oui, excellents, ils font très bien, puis il y a largement de quoi faire. Et l'Estria, je voulais autre chose. Et c'est né comment? J'ai voulu vraiment aller chercher autre chose. Pourquoi je joue au jeu de rôle? C'est vraiment parti de là. On se pose la question, on se dit mais pourquoi je fais une partie? Pour m'amuser effectivement. Et puis pourquoi mon personnage fait ça? Après ça va être j'ai de l'équipement, puis je vais aller combattre certaines créatures, j'ai plus d'argent, j'achète un meilleur équipement, et puis paradoxe du héros, le méchant va être plus costaud, et ainsi de suite. Je me suis dit c'est un petit peu dommage, est-ce qu'on peut pas aller creuser un petit peu plus? Et qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire ça? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour aller dans les airs, pour aller sous l'eau, parce que c'est pas toujours évident sur certains jeux, escalader certaines choses, vous ratez votre jet de dés, enfin moi en tout cas j'ai pas de chance. Alors je rate mon jet de dés, je tombe, le personnage meurt, enfin c'est un enfer. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit élément, un petit peu narratif, qui porte les choses, et juste ce petit plus élémentaire pour parcourir l'aventure. Et c'est parti là-dessus. Les règles au début étaient pas terribles. Ça a été un peu long, clairement. Là, Vinsu a vu les dernières versions là, depuis 2 ans, mais au début c'était compliqué. Il y avait plein de points, plein de trucs, et après je me suis dit, stop. Système des 10, 1 à 10 ça parle à tout le monde, le système va aider l'imagination des joueurs. On va pas rajouter des trucs compliqués. Les éléments ne vont pas s'opposer. Il n'y a pas de raison. Les caractères sont pas les mêmes. Celui de l'air va être un peu changeant, celui de la terre va être fixé au sol. Mais, en dehors des caractères, pourquoi toujours les opposer? Pourquoi faire des règles simples? Les compétences, on va faire ultra simple. Il y en a 6 dans le jeu. Pas des gros tableaux de compétences, tout le monde a des jeux en tête. Moi, j'ai certains que j'ai fait jouer, où il y en a vraiment beaucoup. On n'a jamais la bonne en tant que vieux rôliste, c'est toujours comme ça. Et même si on a la bonne, on rate le jet de dés. Donc, j'ai vraiment essayé de travailler et de penser en tant que vieux rôliste à ce qu'on pouvait faire pour se lâcher un petit peu. Et puis, découvrir d'autres choses. Alors, découvrir d'autres choses, pas complètement évident. En tout cas, j'ai essayé, j'ai pris le pari de le faire. Et c'est là où on va avoir ce petit plus pour vivre l'aventure, pour plonger dans l'histoire. Vous allez pouvoir voir des images et vous pouvez aller à peu près n'importe où. Là, chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo, vraisemblablement, avait un fond d'écran derrière vous. Et la plupart vont avoir un paysage improbable. Une espèce de colonne, des trucs en hauteur, une mer déchaînée ou un truc comme ça. Et globalement, je vous mets au défi dans certains jeux de rôle d'y aller. C'est toujours très compliqué. Là, avec Elestria, on plonge dedans. On se fait plaisir, on invente l'histoire, on trouve une image, on peut se lâcher. Vous avez juste ce petit plus élémentaire pour vous aider. Je crois que c'est ça, l'image, le truc que j'ai voulu faire vivre dans ce jeu. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Vinsoul l'a pris comme un jeu de rôle, effectivement, comme il le dit, élémentaire. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le décrire lorsque on le présente en convention, puisque mine de rien, je commence à faire 3, bientôt 4 conventions où je fais que du Elestria. J'ai l'habitude de le décrire comme étant un jeu de rôle qui prend complètement à contre-pied le jeu de rôle qu'on peut considérer comme classique ou traditionnel. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sylvain, donc d'habitude, on a des gros tableaux de compétences, on a un équipement qui implique toujours un échange financier ou des jeux de rôle qui sont très matériels ou matérialistes. Dans Elestria, c'est pas ça. C'est l'envie de jouer et l'envie de continuer, d'en connaître plus sur son perso est ailleurs. Il est dans la vraie maîtrise des éléments et il est dans la mesure où en fonction de ce que toi tu vas en faire de ton élément. La seule limite qu'il va y avoir à ce jeu, c'est outre bien sûr les dés, parce qu'il y a quand même des dés, il y a des moyens de moins réussir son action, ça on y viendra. Mais pour le coup, la seule limite qu'il y a dans ce jeu, c'est l'imagination. Et pour avoir maîtrisé des parties avec des joueurs, d'une part, d'un côté, on a des groupes de joueurs qui restent trop ancrés dans du Donjons et Dragons classique. Donc typiquement tu veux monter une falaise, est-ce que j'ai une corde, je vais en acheter une. Donc plusieurs fois au cours de la partie il faut faire des petits rappels de règles, genre non, attention, là toi tu voles, donc toi tu es l'élémentaire de l'air, donc tu voles, t'as pas besoin de corde. Donc à partir de là, ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Et Elestria, c'est aussi, comme j'ai pris coutume de dire, c'est typiquement le genre de jeu où on se rend compte de tout ce qu'on aurait pu faire après la première partie. D'accord. Ok. C'est extrêmement fréquent. En fait, vous allez avoir toujours ce paradoxe aussi. Des joueurs, je voudrais être libre. Je voudrais être libre. Un peu le sandbox, pour ceux qui connaissent, avec les bacs à sable. Il y a énormément de liberté. Là, vous allez avoir énormément de liberté. Où, quand vous voyez un obstacle, avec Elestria, vous passez dessous, vous passez au-dessus, vous passez sur les côtés. C'est même assez rare, en fait, de prendre la porte elle-même, parce que celui de la terre passe à travers les murs, celui de l'air passe au-dessus. On va finir par avoir tout un tas de moyens détournés, et mine de rien, ça a l'air des éléments assez simples. L'air, l'eau, le feu,
Le métal, la terre, le vide, ça a l'air assez simple, mais ça donne énormément de possibilités. Et même après, on va dire 150-200 parties à peu près, avec plus de 600 joueurs. Oui, j'ai le confinement, j'ai pas mal bossé ça, pendant mais le. c'est bien. Ouais, Et plus tous les autres qui le font jouer un peu partout. J'en découvre encore. Il y a encore des jeunes débutants qui vont me faire ah mais je fais ça, telle chose. J'ai eu récemment ah bah tiens il me voit pas vite dans sa tête. Comme ça il aura oublié le souvenir que je sois passé. Donc comme ça il ne me verra pas. Je trouvais ça hyper astucieux. Il va y avoir plein de petites choses comme ça. Alors évidemment on est dans un monde médiéval fantastique, hein, donc la physique nucléaire, la biophysique, certains de l'astrophysique, tout ça non. Mais reste qu'il y a énormément de choses possibles. D'accord. Vous allez avoir ce que j'aime beaucoup moi dans les parties, celui du feu. Quelqu'un s'en va, on lui brûle juste ses sandales. Voilà, les sandales, ils tombent, pas trop violemment, en tout cas moins qu'avec une boule de feu dans le plein visage. Et il tombe, on le rattrape, le combat s'arrête. Vous maîtrisez le métal, il y a un pistolet, vous tordez le canon, le combat s'arrête, pas forcément besoin. Parce que Elestria, effectivement, en termes de combat, on va pas y être. Hein. C'est possible, mais effectivement, il y a plein d'autres possibilités. D'accord. Les combats sont assez limités et très meurtriers. Je voulais pas des combats longs. On est sur un jeu qui est qualifié quoi? Médiéval fantastique? Alors, médiéval fantastique, parce que dans Elestria, en fait, donc il y a eu 5 premiers éléments. Un 6e, le métal qui est arrivé. Et avec le métal est arrivée la technologie. Mais dans Elestria, alors nous, heureusement, on est protégés à notre époque. Hein, mais ils ont eu des petits soucis avec la technologie. Il y a eu de la pollution, il y a eu des pandémies, il y a eu la guerre, il y a eu la peur, il y a des choses comme ça. Donc, c'est des voies de corruption. Et donc, ils sont redescendus en technologie. Parce qu'ils ont ces pouvoirs élémentaires. Ah, il y a... J'avais pas dire, il y a un côté post-apo. C'est pas vraiment ça, mais il y a un... C'est pas un côté post-apo, mais c'est pas un médiéval fantastique pur où en fait effectivement on n'a pas découvert d'autres choses. On a découvert d'autres choses, mais on s'y refuse pour éviter les problèmes. Charbon par exemple, ou le sual, ou l'engi, enfin toutes sortes d'énergies élémentaires. Mais leur prélèvement sur la nature pose problème. Ça crée de la pollution, qui est une voie de corruption, et pas forcément, évidemment, pour ceux de l'air, la pollution va devenir très vite compliquée. Donc on va utiliser que ceux de l'air. Il y a un petit côté solarpunk, en fait. Je sais pas si vous connaissez un peu le genre de solarpunk, mais ça me fait un peu penser à ça, le côté, on retourne un peu, on a poussé la technologie, on voit que c'est pas bon, donc on revient un peu à la nature pour essayer de vivre en harmonie. Enfin, je schématise un peu, désolé. Ah non, mais complètement. En tout cas, vivre avec ces éléments, ouais, bien sûr. Okay. C'est vrai que le message, il a un petit fond d'écolo aussi, parce que dans la mesure où toutes les voies de technologie un petit peu poussées, mènent, comme a dit Sylvain, donc à la pollution, la guerre et la peur et un petit peu tout ce qui, ça fait un petit peu ressortir tout ce qui est de sombre en nous-mêmes. Donc tout ça mène un petit peu à des voies de corruption. Donc le jeu pousse un petit peu à un déca de technologie pour revenir un petit peu à l'essentiel. D'accord. Et on va retrouver cette technologie dans le jeu, un peu comme des vestiges d'artefacts, ou c'est un mystère du jeu, on parle pas. Ça va être un peu ça. Alors il va y avoir des mystères du jeu, même si la grande cité, évidemment, Technologia, qui est à côté de la cité principale, qui est au centre de la carte, évidemment, est complètement détruite, corrompue. Mais il va y avoir toujours ce petit côté sympa de la corruption. Parce que quand vous n'êtes pas adepte, que vous n'avez pas de pouvoir, le mec vous explique qu'avec son pouvoir de la terre, il peut labourer votre chambre. Enfin, quand vous êtes en train de le faire à la main ou avec des bœufs, vous aimeriez bien faire autrement. Et puis quand avec des iris, des personnes d'autres dimensions arrivent avec des équipements un peu lourds, c'est sympa les arcs, les flèches, mais ça va peut-être pas suffire. J'aime bien ce petit côté tentation. Ouais. Côté ça va venir. Alors je le ferai jamais, mais en même temps c'est si simple. Oh, laisse-toi tenter. Plus rapide, plus séduisant. La technologie et la corruption vont être un petit peu dans ce côté-là. Et la technologie n'est pas forcément corrompue, n'est pas forcément mauvaise en soi, mais effectivement on peut être tenté de les utiliser pour que ce soit mauvais en soi. Là, du coup, de ce que j'entends, donc on joue des personnages qui sont quand même largement au-dessus de la moyenne lambda des gens. Ça fait un peu penser, genre, Medfan super-héros, non? Un truc un peu comme ça, quoi. Alors, on va jouer au 3e âge, là, dans Elestria. Dans le 3e âge, les adeptes, donc les personnes qui maîtrisent les éléments, que ce soit des sibylles, des génies, des géniasies, des oracles ou des humains, effectivement, sont quand même assez fréquents. Il y a une bonne part d'humains standards qui ne maîtrisent pas les éléments, mais en tout cas, ces éléments sont encore très fréquents. Les royaumes extérieurs, donc celui de l'air, de l'eau, du feu et de la terre, vont être également extrêmement présents. Clairement, la cité principale de l'Empire de Brest, par exemple, au nord, c'est au milieu d'un cratère volcanique actif.
Comme ça, il fait bien chaud. Il faut aimer qu'il fait chaud, mais il fait très chaud. Ceux sous l'eau vont être sous l'eau, il n'y aura pas une bulle d'air pour respirer. Donc effectivement, les royaumes extérieurs vont avoir tous ces adeptes, chez les humains, un petit peu moins. D'accord. Alors il va peut-être y avoir un ressenti. Et vu que les pouvoirs élémentaires peuvent amener à la corruption, il peut y avoir un peu ressenti, et peut-être qu'une institution va profiter de ce ressenti, et du fait que les éléments provoquent la corruption, et qu'ils veulent lutter contre la corruption, lutter contre les êtres élémentaires. Il va y avoir toujours un espèce de petit déséquilibre, de petite animosité, de toi t'as ça, moi j'ai pas ça, qui va pouvoir tenter les joueurs, qui va tenter également les autres dans le monde. Mais pas uniquement l'argent ou l'équipement. D'accord. Et du coup, pour parvenir à avoir un jeu équilibré en fait entre les persos qui visiblement peuvent faire autant de Plein de choses, trucs, ouais. ça a été assez difficile, non? Alors l'équilibrage, il est voulu très simple sur le D10. Caractéristiques vont aller de 1 à 5, les voies élémentaires de 1 à 10. Et puis après, simple. Pour trop de points, pour de 1 D10, on continue à lancer d'autres dés, donc les systèmes de combat vont être assez simples, mais les joueurs vont être tentés déjà de ne pas faire de combat. Il y a plein d'autres possibilités, hein, comme je vous ai dit, voilà, les sandalettes, le pistolet, le machin. Et par contre, qu'est-ce que vont faire les autres? Qu'est-ce que vont faire le reste du monde? Déjà, les adeptes sont quand même très fréquents. Pas forcément que les civils, hein, mais les adeptes, les personnes qui maîtrisent leurs éléments sont quand même assez fréquents. Deuxièmement, comme je vous ai dit, et comme c'est assez simple, un couteau, une épée, une hache, un pistolet, ça tue. Donc les autres peuvent quand même se défendre. Effectivement, les joueurs ont cette capacité élémentaire un peu supérieure par rapport au reste de la population, mais les autres peuvent se défendre. Et clairement, dans le jeu, ça se sent. Vous êtes 1 contre 4, même si c'est des humains classiques, ça va très vite mal se tourner. Ou alors, il va vraiment falloir fuir, ou en tout cas, il faut trouver une autre solution. Le combat direct, ça se passe rarement très bien. D'accord. Et voilà, en fait, il va y avoir ce contre-pouvoir-là. Il va y avoir aussi un autre contre-pouvoir, parce que les humains classiques ne vont pas avoir accès au pouvoir de corruption, alors que les êtres élémentaires, oui. D'accord. L'utilisation trop abusée de votre élément va provoquer de la corruption. Si vous faites un très grand feu, il va y avoir une part d'ombre plus importante. Peut-être un très grand feu, il y a une part d'ombre, d'accord? Oui. Si vous avez beaucoup de métal, je sais pas, moi, vous prenez dans les années 39-40 à notre époque, beaucoup de métal, que ce soit des véhicules, des armements ou autres, il va y avoir une certaine peur qui va se créer. Corruption du métal, ça va être la peur. Et ainsi de suite. Donc, ils vont avoir une liberté pour faire plein de choses, mais il y a des contre-pouvoirs, il y a des tentations, il y a des choses comme ça. Et les autres, oui, ne sont pas complètement anodins, ne sont pas juste des humains. Même des humains peuvent finir par y arriver. Ok. Pour rebondir sur ta question de l'équilibrage des pouvoirs, je l'ai un petit peu compris dans le sens aussi où c'est par l'utilisation même des éléments, à savoir est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, dans n'importe quel jeu, on a par exemple une attaque ou une technique qui est un peu plus craquée que d'autres, et du coup on n'utilise que celle-là pour avancer dans le jeu. Dans l'Estria, non, parce que dans la mesure où tous les éléments sont tous aussi importants les uns que les autres, le déséquilibrage, entre guillemets, va avoir lieu si les joueurs ne sont pas un petit peu investis dans leur élément. C'est-à-dire que quelqu'un qui va jouer son personnage en n'ayant pas très bien compris le principe ou en s'en foutant, forcément, il va pas aussi bien utiliser son élément qu'un autre joueur qui, lui, va pleinement se sentir investi de son élément et qui va développer des idées de fou, voire avec les camarades de l'équipe, pour faire une cohésion d'équipe, pour faire, en fin de compte, des résolutions que t'aurais jamais envisagées, mais qui, en fin de compte, fonctionnent très bien parce que, logiquement et techniquement, ils auront utilisé leur élément pour faire une action commune ou solo. Donc, pour ce qui est des déséquilibrages, il n'y a pas vraiment un pouvoir en particulier ou un élément qui est plus craqué qu'un autre, puisque c'est toujours l'utilisation du joueur l'utilisation qu'on va faire le joueur. Et puis vous allez me dire, mais c'est déséquilibré. J'ai envie de vous dire, et alors? Vous vivez l'aventure. C'est déséquilibré s'il y a un combat, mais sinon, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Ils maîtrisent plus le feu, moi je maîtrise un peu autre chose, mais c'est pas grave. Comme disait Vincent, on est en groupe, c'est sympa, on en profite. Voilà, c'est pas dramatique, un personnage qui est un petit peu au-dessus de l'autre en termes de points, mais en termes de capacité, en termes de gameplay, on est toujours à la même chose. Chacun peut avoir ses idées. L'idée, le jeu, moi je le vois vraiment comme un soutien aux idées des joueurs, pas comme une limitation. Pas je peux pas le faire parce que ça marche pas. Pareil, j'ai pas voulu d'un métal qui bloque le pouvoir. Ça n'existe pas. Comme dans la plupart des mangas, jeux ou autres.
Les fruits du démon, là, dans One Piece, clac, vous mettez le truc, ça y est, je sais plus quand Karyoseki, je crois, c'est un truc comme ça, où ils ont plus leur pouvoir. Je trouvais ça un peu dommage. Là, vous êtes libre de les utiliser. D'accord, il n'y a pas de métamenote ou... Non. Voilà. Non, il va y avoir des trucs technologiques qui vont poser problème. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, avec de la pollution, de la corruption va poser souci, mais je veux pas de limitation. Les joueurs sont libres. Le personnage de l'air, il peut s'envoler, il n'y a pas de problème. Celui du feu, il peut se baigner dans le magma, il n'y a pas de souci. C'est vrai que globalement, non, mais ensuite, en fonction des scénars, on peut très bien inventer une métamagie qui va mettre l'accent sur un matériel ou des matériaux en particulier qui un petit peu bride le côté élémentaire des élémentaires, justement. Et ça peut très bien faire l'objet de scénars à part entière. C'est ça, voilà. Pour que ce soit intéressant pour la fiction, en fait. Mais du coup, si on reprend l'exemple de la porte, on peut passer à travers, en dessous. Comment on rend cette porte dangereuse ou dramatique ou difficile, en fait? Comment on met des difficultés dans Elestria quand on peut les résoudre, on a l'impression, avec autant d'héroïsme, en fait? D'où vient la difficulté? La difficulté, c'est quand vous n'allez pas identifier la porte. Et je m'explique. Vas-y. Quand vous allez faire un scénario, il y a le truc classique. Vous avez un donjon. D'accord? En fait, un donjon, c'est rien de plus qu'un scénario. J'ai le point A, j'ai le point B, c'est le trésor. Et puis toutes les pièces intermédiaires vont être des obstacles, des interventions, des PNJ, des choses comme ça. Maintenant, vous enlevez les murs. D'accord? Vous mettez même dans les airs. Vous mettez plus de murs. Ça arrive. Et il va falloir identifier le problème. Et même si vous avez les idées, ça va pas être si facile que ça. Et le trésor, il va falloir identifier le trésor. Il va falloir le trouver. Alors ça va pas du tout être un trésor. Ça peut être un nuage, ça peut être une éruption volcanique à gérer, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être tout un tas de choses. Et effectivement, les propositions ludiques, et c'est là que le jeu intervient, c'est pour aider à trouver toutes ces choses. Parce que c'est pas si évident que ça. Quand c'est excessivement libre, l'expérience que j'en ai, c'est déroutant. Au début, c'est ce qu'on a convenu avec Vincent, c'est de mettre des scénarios dans le jeu, parce que quand c'est trop libre, les gens, on sait même pas. Ah je peux tout faire, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes MJ, qu'est-ce qu'on fait? Quand le joueur est hyper libre, vous pouvez sortir un petit peu embêté. Je vais faire un donjon comme je fais d'habitude, il y aura des bons murs, des trucs, des portes en métal et tout. Enfin, celui du métal, celui de la terre, va vous le dévaliser en 10 secondes. Et on va dire, ouais, mais bon, qu'est-ce que je peux mettre pour les limiter ou pas? Non, ne limitez pas les joueurs. Pourquoi on se limiterait? Pourquoi à chaque fois qu'on joue, il faut mettre des murs, il faut mettre des soldats, des gardes, des portes? Non, lâchez-vous, faites-vous plaisir, profitez. Mais je vous garantis que les limitations vont venir des joueurs eux-mêmes. Petit scénario d'initiation. Mais c'est sûr, les joueurs, ils vont se limiter tout seuls, parce qu'ils vont pas avoir l'idée. Premier scénario d'initiation, une course pas comme les autres. Les personnages arrivent dans un village, chacun maîtrise un élément, ils viennent de le voir dans la guilde d'ailleurs. Et ils arrivent dans ce petit village et il n'y a personne. Alors ils vont se dire, je peux faire un jet de perception, je m'envole pour regarder. Des trucs assez classiques. Et là je leur dis, mais vous savez, une personne, ça respire. C'est fait avec de l'eau. C'est fait avec de l'eau, ça a une température corporelle, globalement ça marche sur le sol, surtout au Moyen-Âge à peu près. Ça porte des objets métalliques, ça a des émotions, et en fait vous allez pouvoir les sentir comme ça. Et une fois que vous avez enclenché ça, je garantis il y a largement de quoi faire, et en fait, l'histoire va se faire. Mais il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... Mais c'est pas grave. Lâchez-vous. Pourquoi toujours des murs, un objet bien particulier? Ils se lâchent, ils vont se promener où ils veulent. Alors, faut qu'ils aient envie de vivre un peu l'aventure. Mais pourquoi se lâcher? Pourquoi se coincer? Pourquoi se limiter? Moi, j'aime bien les donjons où il n'y a pas de mur. Il y en a un, il est dans les airs. Alors, dans les airs, il y a zéro mur. Il y a rien, en fait. Il y a juste un bout de nuage où ils sont posés. Et je vous garantis que ça marche très bien. Il va y avoir la glace aussi, on a fait ça. Il va y avoir le feu, l'aventure dans un cratère. En fait, c'est un jeu d'aventure au sens premier du terme, en fait, au sens Dragon Ball, en fait, du terme. C'est vraiment... c'est le côté, on va vivre l'aventure pour vivre l'aventure. Exactement. Ouais, c'est ce que j'ai découvert, en fait, en le relisant, en écrivant les scénarios, et je me suis dit, c'est ça qui va être intéressant. C'est exactement ce que je veux dire quand je parle d'Elestria comme étant un JDR qui prend à contre-pied le JDR classique. C'est-à-dire que l'aventure d'Elestria, le sel des Estria et ses énigmes aussi ne sont pas simplement dans une porte fermée où d'habitude tu vas faire un jet de perception pour voir s'il y a un piège ou un jet de crochetage, ou si t'as pas si la porte est fermée, tu vas devoir acheter une clé, donc dépenser des sous pour l'acheter au marchand, ou tuer un monstre avec un combat classique qui va looter un objet pour te permettre de passer le bordel. Et l'Estria, tu vois, c'est pas ça. C'est ça qui me plaît beaucoup dans l'originalité d'aborder le JDR un petit peu différemment. Ça va être très compliqué à expliquer, non? À l'écrire. Alors non. Alors à écrire, oui. Alors, oulala.
alors oui. Alors ça a été mon premier problème. Le premier scénario d'initiation, j'ai essayé de le raccourcir au maximum, mais pour aider le MJ, je crois que c'est mon scénario le plus long. Parce que pour faire comprendre voilà, c'est ça. à la personne qui ne sait pas forcément, alors certains de mes joueurs me font « Ouais, mais je dis, vous avez déjà fait 25 parties. » Oui, vous voyez comment ça marche, mais il faut le faire passer à quelqu'un qui ne connaît pas, qui a peut-être jamais fait de jeu de rôle, avec 5 éléments qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Il faut pas mal de choses. Par contre, effectivement, après, si vous voulez, ça va changer le paradigme. C'est vraiment ça que je voudrais, c'est... ouais, cliquez pas en bas de l'écran, ce petit pouvoir-là qui va se recharger. Faites autre chose. Ah oui, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de sous, on s'en fiche. Libre, tes idées, ce que tu as envie de vivre. Moi, en tout cas, quand je joue au jeu de rôle, c'est que j'ai envie de vivre quelque chose. Et pas me dire que chacun d'entre vous, là, a pas rêvé, sauter dans le vide, le vent dans les cheveux, la brise, le monde à l'infini autour de vous. Là, vous voyez un requin céleste sur le côté qui joue éventuellement avec quelques caracoles nuageux. Vous arrivez vers une roche volante, ce qui est dans le fond d'écran de l'overlay, là. Et puis, vous voyez, vous descendez le long de la cascade et vous allez vous promener là-dedans. Et en fait, dans l'Estria, j'ai rajouté aussi beaucoup ça. Parce que là, je vous ai fait une description peut-être un peu plus poussée. La salle fait 10 sur 15 avec des cases et puis il y a des monstres. Ouais. Je joue beaucoup sur les 5 sens. Ok. Énormément. Mais vous allez pouvoir le faire. Avec l'air, vous allez pouvoir sentir les odeurs, entendre les sons de manière plus importante. Avec la terre, vous allez sentir les vibrations dans le sol. Avec le feu, vous allez voir les couleurs, vous allez voir les lumières. Avec l'eau, vous allez sentir la pression, vous allez sentir l'excitation de l'eau, vous allez même pouvoir voir éventuellement un arc-en-ciel. Et en fait, on va pouvoir jouer sur tous ces sens-là et aller chercher des descriptions un peu plus poussées qui vont augmenter l'immersion. J'adore jouer sur le goût. Vous verrez sur mes actual plays, oui, il y a un petit repas et je trouve que c'est une récompense vachement sympa si c'est bien fait. Plutôt que d'avoir de l'argent, puis on achète un super repas et puis le festin était bon. Non, à quoi ça ressemble le Kumos? C'est un petit nuage, les autres aiment pas trop, c'est un petit peu acidulé, un petit peu sucré. Le génomide va plutôt avoir un goût terreux, un petit goût de noisette qui tire vers l'amertume. Voilà, la sensation, le toucher, c'est croquant, c'est dur. Et on va rajouter toutes ces choses-là qui augmentent l'immersion et qui font vivre en fait une histoire. D'accord. Mais ouais, c'est du boulot. Il y aura beaucoup de scénarios pour aider les MJ à faire ça. Mais c'est du boulot, ouais. Mais c'est là où on intervient, nous deux. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de jeu à vendre. si c'était facile, que tout allait bien. Alors, pour le coup, à la question, est-ce que c'est compliqué à expliquer? Alors moi, étant donné que j'ai débarqué dans le projet il y a quelque chose comme 1 an, on va dire que j'étais à l'aise assez rapidement. Peut-être que j'avais un peu la même vision que Sylvain de la chose. Donc, pour ce qui est de prendre en main le projet, de l'expliquer à autrui, perso, ça m'a pas posé de problème. Par contre, je peux concevoir que la manière d'être libre comme ça peut être déroutante. C'est vrai que l'Estria, c'est un jeu qui est quand même très propre à la vision de l'auteur et c'est pas forcément donné que tout le monde puisse le comprendre et le faire vivre comme c'est souhaité à la base. Mais pour le coup, un jeu de rôle, ça reste ce qu'on en fait nous. Par exemple, moi, des jeux de rôle, bon, j'en ai plein à la maison que j'en maîtrise pas mal aussi. Mais sur la plupart de 100% des règles d'un jeu, il y en a au moins 50% que je squeeze parce que j'estime que ça va ralentir le rythme de la partie, ou j'estime que personnellement ça ne sert à rien. Et vous-même en tant que MJ, me dites pas que dans les jeux que vous faites, vous appliquez à chaque fois 100% des règles. Toujours quelques-unes qu'on modifie un peu à sa guise. Un jeu de rôle, ça reste encore aussi ce qu'on veut en faire, et c'est aussi pareil pour l'Estria. Donc, quand bien même il y a des choses que le futur MJ va pas forcément comprendre tel qu'écrit, mais il va pouvoir quand même en faire ce qu'il en veut, et ça changera pas non plus la nature du jeu. Et peu importe l'époque, peu importe le lieu, parce qu'évidemment, il va y avoir tout un tas de scénarios où à travers les iris, on va pouvoir aller dans différents mondes. Et moi, j'ai toujours rêvé, Sherlock Holmes, et vous maîtrisez l'élément de l'air, et ben vous l'aidez à enquêter. Pourquoi pas, vous claquez une porte alors que des méchants vont arriver. Vous sentez mieux les odeurs de ce fameux tabac qu'il adore interpréter. Il y a plein de choses. On avait eu que ce soit La Roche pour pirater un ordinateur à Stargate parce que les ordinateurs Goa'uld sont avec des cristaux. Et tout est faisable, que ce soit Calico Jack en 1715. Enfin, tout ça, c'est des scénarios que j'ai fait, que ce soit sur les odeurs, que ce soit en Égypte ancienne pour sauver Ramsès II dans Ouasset en moins 1275. Enfin, vous pouvez aller un peu n'importe où et vous allez profiter de cette aventure. Clairement, c'est le petit truc élémentaire qui vous aide dans l'aventure. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu d'ailleurs lorsque j'ai fait la rencontre d'Elestria. Ça a été le côté des iris.
qui transforme un petit peu Elestria en un genre de multi-plateforme, si on peut dire. C'est-à-dire que dans n'importe quel univers que vous pouvez prendre, quelle que soit l'époque, quel que soit le niveau de technologie, il y a toujours les mêmes éléments. Il y aura toujours de l'eau pour boire ou se laver ou nettoyer les véhicules, il y aura toujours de l'air pour respirer, du métal si on est dans la SF ou même dans n'importe quel type d'époque. Il y aura toujours les mêmes éléments. Et donc, tu peux très bien passer par une iris et tu te retrouves dans un monde de Resident Evil, dans un monde de Warhammer, dans n'importe quel univers. Donc, tu vas jouer dans l'univers tel que tu l'auras décidé. Donc, entre guillemets, insère ton univers ici, mais avec une équipe d'élémentaires d'Elestria. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait un petit rencontre de deux univers où tu as un univers que tu connais, que tu mélanges avec un système de règles d'un autre jeu. Et franchement, il y a moyen de faire des tu vas le vivre vraiment différemment, quoi. Tu vas pas du tout jouer. Alors, par contre, oui, c'est ce que j'allais dire. Les autres jeux qui font ces univers sont très très bien. C'est pas du tout fait pour les remplacer. Et clairement, vous allez dans un monde Warhammer équipé comme des Élestriens. Faut pas bastonner comme vous en avez l'habitude. Ça va mal finir. Pareil, vous allez dans un Star Wars ou autre, les élémentaires, si vous voulez, on bloque pas des trucs laser avec un mur d'air. Hein. Enfin, ça se passe mal. Hein. Les jeux sont très très bien, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller explorer ça? Pourquoi pas aller goûter, essayer, voilà, se lâcher un petit peu. Ça reste anecdotique, alors dans la campagne qui sera vendue, on espère éditer un jour, on verra pour en faire quelques-uns. Mais déjà sur Elestria, il y a déjà plein de choses à faire, faut pas s'inquiéter. Et du coup, quelles ont été les inspirations justement pour te lancer là, dans les Elestria? La première qui est absolument pas évidente, hein, l'Avatar, le dernier maître de l'air. Je pense que personne l'a vu. Voilà, c'était discret. Voilà. Avatar, c'est quoi ça? Je le conseille d'ailleurs, super série, c'est clair. Sauf que dans cette série, je trouvais que l'élément influençait les personnes et pas l'inverse. Je m'explique. C'est celui de l'air, il va toujours esquiver, puis il a pas le droit de se battre. Ang a beaucoup de difficultés. Ceux du feu, ils produisent du feu, ils crament tout. Ceux de l'eau, ils sont gentils, ils coulent. Ceux de la terre, c'est forcément des cailloux, ils sont solides, rien à leur faire comprendre, ils sont durs comme du caillou. C'était un peu dommage. Et pareil, les pouvoirs, j'ai vu des JDRA, j'ai vu d'autres JDR qui sont sortis, sont définis. Vous pouvez déplacer 12 mètres cubes, vous pouvez en déplacer d'air ou d'eau ou autre. Cette espèce de liste de sorts à la D&D. Pourquoi en fait, c'est ça? Et tu te dis, mais non, on se lâche, on en profite, on fonce, on fait ce qu'on veut. Et puis moi j'ai rajouté les voies fusionnées, hein. Donc, voilà, qui va avoir la foudre, le temps, l'amour, le végétal, l'animal, des choses comme ça, qui sont d'ailleurs également valables pour la corruption, dont certains sont pas encore tout à fait finalisés, parce qu'évidemment les joueurs peuvent en faire ce qu'ils veulent, donc c'est pas forcément hyper... Je pas pu tout mettre, toutes les idées qui sont possibles. Bon, le système D10, par ceux qui vivent dans une grotte, globalement il y a 3-4 jeux qui fonctionnent au D10. Le jeu D10 j'adore. Voilà, donc que ce soit Antica, Imperatum, Vampire, Mage ou autre. En fait, le côté simple, un 10, ça parle à tout le monde, un 5 pour certaines trucs. Ça parle à tout le monde, c'était pour simplifier les choses. Un 20 aussi, ça marche bien. Ou de 10, quoi. Alors, non. Moi, je voulais pas de 1-20, pourquoi? Parce que j'ai joué avec pas mal de joueurs qui... Enfin, c'est bon, les calculs, ça les gonfle un petit peu. Un des 20 plus 2, plus tu retires 7 et tu rajoutes 4, et puis il faut faire au-dessus de 22. Ah, pourquoi? Mais l'armure... moi, j'ai joué avec le Taco à Donjon Dragon 2e édition, là. Avec les facteurs de vitesse des armes et autres, c'est très complet, c'est très bien, mais effectivement, ça fait beaucoup de calculs. Là, moi, je voulais plus simple. C'est pour ça que c'est un système à succès. C'est des systèmes usines à gaz. Hein. Mais qui sont sympas, si vous aimez ça. Mais l'Estria, j'ai voulu un système plus simple, plus light. Je n'ai pas voulu que les 1 suppriment des succès. Ça, c'est horriblement désagréable quand les joueurs ont plein de dés et que ça marche pas. J'ai voulu rajouter des petites choses. Alors, j'ai voulu rajouter un système de chance et un système de credo, ou de code de conduite. Ça, c'est pour les vieux joueurs qui n'ont pas de chance. Mais mes 3 premiers joueurs vont se reconnaître. Ils sont capables de lancer 12 des 10 et de ne pas faire 1 au-dessus de 7. Ils sont capables, hein. Donc, on a rajouté des petites règles. Il y a la chance qui donne des succès automatiques. Il y a le credo. Quand vous jouez votre personnage, vous avez l'habitude, vous avez des points, vous pouvez les dépenser, ça fait des succès automatiques. Ce qui est que votre personnage fait toujours ça, il a l'habitude de le faire, et puis ça se voit dans le jeu. C'est quand même plus sympa que j'ai 12 dés, l'autre il en a que 2, et puis l'autre il fait un critique, et moi mon perso il est spécialiste, il y arrive jamais. Et puis voilà. Ce qui arrive quand même souvent. Je pense que tout le monde est d'accord. Et ça, j'ai voulu le rajouter. Vous allez me dire, mais succès automatique, c'est un pouvoir énorme. Mais c'est pas grave. Parce que c'est comme pour les murs, faites-les sauter.
il a des pouvoirs, mais c'est cool qu'il en profite, quoi. Ouais, mais non, mais c'est peut-être un peu trop. Mais c'est pas grave s'il en a trop. On changera un petit peu ce qui se passe autour, mais du moment qu'il s'amuse se avec. lâcher. Exactement, c'est ça. Pour le coup, ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu dans Alestria, c'est-à-dire que on parle pas trop d'échecs, mais on parle plutôt de réussite amoindrie. C'est-à-dire que tu vas vouloir faire une flaque d'eau pour faire glisser un garde et le mettre un peu hors d'état de nuire pour que tu puisses passer. Je vais te fixer une difficulté à 4, donc sur ton pool de dés, tu vas devoir me faire au moins 4 réussites. Si tu m'en fais 3, tu vas quand même réussir ta flaque, parce que c'est ce que tu voulais faire, mais du coup, elle sera pas assez conséquente pour faire tomber le garde. Mais tu auras quand même réussi ta flaque. Tu vois Quand vous êtes un adepte du métal, crochetez la serrure, vous allez y arriver. Mais est-ce que vous y allez y arriver silencieusement et ça se verra pas et c'est exactement ce que vous vouliez, ça va être rapide? Ou alors vous allez la ruiner, effectivement, vous aurez maîtrisé le métal, mais parce que même si vous maîtrisez le métal, quelle puissance il faut mettre? Ça n'a rien d'évident. Et là, c'est pareil. C'est le petit côté hasard que j'ai voulu avec les dés. D'accord. Et du coup, donc tout ce qui est enlever les murs des donjons, avoir des personnages libres de faire ce qu'ils veulent, jauger, est-ce que c'est le genre d'élément que tu t'es senti obligé de mettre dans un jeu pour essayer de te démarquer un petit peu de tout ce qui est, parce que bon, les jeux médiévaux fantastiques, il y en a pléthore quand même. Est-ce que c'est des trucs que tu t'es senti obligé de mettre dans un jeu justement pour te démarquer? De mettre en avant peut-être pour te démarquer. Ouais, de mettre en avant, ouais. Alors en fait, il y a 7 ans, 8 ans même, je m'étais pas posé cette question-là. Récemment, oui. Et effectivement, c'est là justement où l'éditeur intervient. Voilà. Il fait, écoute, faut quand même qu'on essaye de ressortir du lot, c'est sympa, mais voilà, c'est c'est le principe. Alors j'avais bien senti le coup venir, mais au début, non, moi j'ai vraiment voulu cette liberté. D'abord, alors effectivement, j'en ai 5 ou 6 packs énormes, là, les cubes de chez Ikea qui sont remplis de jeux de rôle. J'en ai touché 3-4 évidemment, pour pas créer un jeu qui serait éventuellement déjà. Mais c'est pas tellement le mettre en avant pour le mettre en avant en disant moi mon jeu est mieux. Il n'est pas édité, donc il n'est pas mieux que les autres, certainement pas. Et il y a des jeux qui sont excellents. J'ai critiqué un peu Donjons Dragons. C'est tout à fait gentil, il y en a dans le monde, tout le monde y joue, il y a des jeux, des films, des machins. Enfin, Illustria se compare même pas, d'accord. Ils sont. Moi, je suis. Encore. Alors peut-être un jour, mais voilà. On reste très humble. Enfin, en tout cas, moi, je reste très humble sur mon projet. Mais par contre, c'est dans le concept du jeu. J'ai voulu cette liberté. Alors effectivement, c'est utile, ça se démarque d'autres jeux. Même si certains l'abordent un petit peu, pas autant. Et clairement, cette liberté, ce petit pouvoir alimentaire en plus, le principe, la doctrine du jeu. Qu'est-ce que je veux faire dans un jeu de rôle? Qu'est-ce que j'ai envie pendant une partie? Quelle est la chose qui pourrait m'aider? J'ai pas envie d'être bridé, j'ai pas envie d'être limité. D'accord. Et il y a 7-8 ans, quand tu as réfléchi à tout ça, tu avais déjà dans l'idée de te faire éditer ou c'était juste un truc pour pour toi, alors pas du tout. Non. Et puis alors de toute façon le système à l'époque ça n'aurait pas été jouable. Le système à l'époque, pour vous dire, en fait l'histoire était complètement différente. Vous veniez de l'extérieur, d'une Iris extérieure, et vous arriviez dans l'Estria et vous découvriez l'Estria comme ça. Une prise de tête monumentale. Parle pas la langue, il y en a un qui va être du futur qui va arriver là-dedans. Mais j'essaye de trouver des lasers, des machins, des trucs. Enfin, c'était ingérable. L'autre chevalier teutonique qui aime pas les femmes. Enfin, c'était un vrai bazar, c'était pas possible. Vincent, il a dit non. On a rechangé des choses. On a fait ça, on a fait une campagne avec le frangin et quelques amis. Et puis effectivement, de bon an mal an, on s'est dit, c'est pas mal, ça roule bien, on l'a fait essayer ailleurs. Mais par contre, oui, comme tu le dis très bien, et comme le disait Vincent, il y a la différence entre un JDRA et un JDR édité. C'est la dernière ligne droite. C'est le point de rupture. Et c'est pas si facile, clairement. Et là, moi, l'occasion que m'a donné Vincent, c'est de porter mon projet comme je veux jusqu'au bout. Il m'aide pour passer la dernière marche, mais il m'aide. Il fait pas, attends, on va changer les marches, je vais te montrer, et puis on va aller plutôt par là-bas. Comme j'ai envie qu'il soit, pour que ce soit bien vendeur et autres. Enfin, je sais pas ce que tu t'en penses, Minso, moi je le vois comme ça. Non, mais c'est tout à fait ça. De toute façon, dans l'époque, dans les étapes de processus de création d'un JDR, entre n'importe quel JDR que tu as fini aujourd'hui, à la base, mais il n'était pas du tout comme il était. Donc, il y a énormément de déconstruction et de reconstruction du système, de l'univers. Il y a énormément de playtests à gogo qui te font énormément remettre de choses en question même sur la première volonté de ce que toi, tu avais envie de faire sur ton jeu, de mettre à l'épreuve ton univers que tu avais créé. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. De toute façon, c'est les jeux qui du premier jet fonctionnent, mais ça n'existe pas. Ou alors si t'en connais un, tu pourras me le dire.
Mais la construction d'Elestria, elle s'est faite sur le temps, parfois dans la douleur, parce que lorsqu'il faut déconstruire un système entier, revoir des pans entiers de l'univers, bon, il y a de quoi démoraliser plus d'un auteur. Pour le coup, avoir tenu bon et corriger ce qu'il fallait, prendre la patience de tester ça avec des tas de joueurs différents, d'avoir des avis différents, des retours complètement différents, faire sa petite synthèse et rester fidèle à pour autant la volonté première qu'il avait, puisqu'on est quand même toujours dans l'utilisation des éléments, jeu de rôle élémentaire. Bah pour le coup là c'est une belle prouesse, et là quelque part j'arrive quand même en fin de course, même si je suis un peu au courant de l'historique qu'il y a eu. Sachant tout ça, je me voyais quand même mal ne pas donner sa chance. Et pour le coup, l'éditeur de dire là ça marche pas, là, écoute-moi, ça marche pas, ou ça marchera pas, ça, faut faire attention, tu vois. Ça, c'est ton Alors, pour le coup, disons que j'ai un petit peu cadré 2-3 bricoles. En vrai, sur le système, l'univers, j'ai un peu dégrossi les contours, certains contours, parce qu'il y a toujours on ne peut pas ne pas rien dire, parce que j'ai ma petite expérience aussi du milieu rédactionnel, étant donné que je suis aussi auteur de pas mal de projets, pour l'instant à des stades de proto plus ou moins avancés, mais j'ai un peu un pied là-dedans quand même. Donc j'ai un peu aidé Sylvain à dégrossir certains contours. Il y avait quand même pas grand-chose à faire, parce que l'essentiel était là, donc comme disent dans Rambo 3, hein, la magnifique statue était là, moi j'ai juste dégarni les contours. Hein. Et pour le coup, c'est pour ça que même moi, en arrivant en fin de course, je maîtrise le jeu, alors quelque part un petit peu à ma manière, parce que je fais les choses un petit peu plus light, mais ça marche quand même très bien. Le message élestrien, si on peut dire, est très bien compris par les joueurs, et il y a beaucoup de personnes qui demandaient de voir la suite de l'évolution du projet. Du coup, comment le groupe il va se former, le groupe de joueurs de PJ? Parce que quand on va avoir un élémentaire de l'eau, un élémentaire du feu, de l'électricité, de l'amour, ce que vous voulez, comment on les met ensemble sans que ça soit Captain Planet, en fait, qui arrive à la fin et qui... Alors, Captain Planet, il est sympa parce que c'est les anneaux, c'est cool. Oui, mais c'est lui qui a les pouvoirs. Comment ils vont se regrouper? Ouais, comment on les met ensemble, du coup? Mais ça dépend ce qu'ils vont avoir envie de faire. Il y a la version simple. J'ai simplifié, évidemment, pour des scénarios de convention ou autres, pour de la simplicité pour certains MJ, parce que c'est pas évident, il va y avoir la guilde. Un truc, ça c'est standard. Les adeptes se regroupent, contre rémunération, ils vont avoir un contrat, mais globalement, les rémunérations, on s'en fiche un petit peu. Bref, c'est une excuse pour partir en aventure. C'est ça. Après, il va y avoir tout ce qui peut regrouper des personnes, des liens sociaux, des adeptes, une religion ou un truc, un but commun. Ça peut être aussi le hasard. Ça, j'en parle pas trop parce qu'on risquerait de spoiler certains projets qui vont sortir. Ça, j'aime beaucoup. Les événements vont vous prendre à partie et vous lancer. Et il va y avoir, en fait, ça va être assez standard, hein, parce que ça a déjà été décrit dans de très très nombreux jeux. Vous faites partie d'un mouvement. Alors, par exemple, moi, c'est Nova Vitae, hein, qui protège les adeptes contre la Régence. C'est une espèce d'association assez politique et religieuse qui veut lutter contre la corruption des inquisiteurs, des répurgateurs. Il fait pas ci, il fait pas ça. Et tiens, je vais t'arrêter. Voilà. Il va y avoir la Nova Vitae, donc, par exemple, pour lutter contre ça. Il va y avoir des organisations autres, mais clairement, oui, les personnages ont tout intérêt à être en groupe. Les 4 groupes de 1, ceux qui ont déjà joué avec moi savent que c'est une mauvaise idée, mais ça c'est valable dans tous les jeux, hein. Enfin, c'est pas seulement l'Estria. Ça va être aussi la rencontre, ça va être la nécessité. On va visiter les ruines de l'Atlantide sous l'eau. Bah, effectivement, celui de l'eau va peut-être être un peu plus pratique que les autres. Ok. On va trouver un objet. Bah, tiens, hop, cet objet est un peu technologique, qu'est-ce qu'on va en faire? On le ramène, tiens, on en discute à plusieurs, mais ça va être assez standard. Mais c'est prévu dans le jeu, c'est expliqué, il va y avoir des choses. Après, comme tu disais, ça part aussi de l'idée qu'il n'y a pas d'opposition non plus entre les éléments, donc on va pas jouer c'est pour ça, nain et elfe qui s'aiment pas parce que toi t'es du feu, toi t'es de l'eau, on s'aime pas, quoi. Ouais, c'est ça. Alors par contre, effectivement, le petit pendant va être, ce sera moins intéressant, je pense, c'est d'avoir un groupe que du feu. Voilà, parce qu'on va se marcher dessus. Alors effectivement, on va pouvoir faire sortir un volcan de temps en temps parce qu'on est 4 du feu. Mais si on fait tous du feu, à la porte là pour le premier qui va la brûler, quoi. Ça peut être un peu limité. Mais par contre, de 4 à 5 joueurs, ça joue très bien. Le travers, il est un petit peu comme dans une campagne de Donjons et Dragons que tu vas commencer avec tes 4 ou 5 camarades. Vous allez faire tous des mages. Parce que vous en avez envie et vous pouvez faire tous des mages. Mais par contre, au premier combat, vous allez tous mourir.
Pour le coup, Electria, c'est un petit peu la même chose. Alors, non pas dans la mesure où vous allez tous mourir parce que les mages sont 0 d'armure en pyjama, mais tout le monde peut faire des adeptes du feu s'il le veut, mais la cohésion d'équipe sera pas forcément au rendez-vous et on va perdre un petit peu le sel du truc, puisque c'est le mélange et la cohésion de chaque élément qui s'imbriquent les uns dans les autres, avec chaque joueur qui va apporter son petit plus dans la résolution d'une situation qui fait qui fait grandir l'esprit d'équipe. Si tout le monde est du feu ou tout le monde est de l'eau, et surtout encore plus dans un scénar où il y aura pas forcément ce besoin en éléments là, donc tout le monde va vouloir faire ce qu'il veut, mais ça va pas fonctionner. Et ça, malheureusement, ça ensuite c'est valable dans n'importe quel jeu. Hein. Exactement. Même dans un jeu de western, si tout le monde fait le même archétype, il peut y avoir qu'un seul shérif, quoi. C'est ça. Non, mais il y aura les mêmes carences dans tous les mêmes types de jeux qui sont monoclasses, on va dire, ou dans les groupes qui sont toutes. On va mettre un petit peu le projecteur sur le bouquin tel que vous le voyez fini. Donc une fois que vous aurez réussi ce financement participatif, le bouquin il va ressembler à quoi en fait? Quelle est sa structure? Il y a différentes la partie règles, la partie lore, la partie... Je vais évoquer ce que je voulais, et Vincent va nous remettre les pieds sur terre. Et moi, c'est mon taf d'auteur. Et en fait, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et c'est exactement... on est d'accord, hein, Vincent, c'est exactement ça. Moi, je voulais, parce que j'en avais marre, de tout un tas de bouquins, que je citerai pas, mais qui se trouvent derrière moi, je pourrais pas tous les citer, tellement il y en a. On les voit pas, de toute façon. Mais l'idée, c'est, je voulais un truc pour que les joueurs puissent jouer avec. C'est-à-dire, ils l'ont dans les mains, ils font ce qu'ils veulent avec. Il y a les règles, il y a les machins. Ah non, lis pas la page 300, c'est le scénario qu'on fait ce soir. Ah mais non, mais c'est la campagne, et va pas voir ce PNJ. Non, ils ont, ça fait. Alors je voulais que ce soit court, 80-90 pages, et il y a les règles, il y a tout. Il y a tout ce qui est règles ou autres, sauf les trucs avancés, mais globalement, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, créer un perso et autres. Sachant que le perso, je voulais qu'il soit créé en 5-10 minutes maximum. Ça va être une partie du bouquin, et ça va s'appeler Devenir Elestrien. Et une autre partie, c'est Aventure en Elestria. Ça va plutôt être le lore. Ça va être tout ce qui va être l'univers, les contours ou autres. Évidemment, tout ne va pas être défini et les pouvoirs un peu plus avancés. Alors évidemment, là, je vais voir mon éditeur. Je sais, ça va, tout ça bien, va bien. Et je lui dis, il me faut 2 bouquins, en dur et en couleur. Et c'est là où la réalité, là où la réalité nous rattrape. Parce qu'en plus, je voulais un fascicule de scénario. Pourquoi? Parce que je déteste quand on lit le bouquin. Ah tiens, j'ai trouvé les règles. Ah non, en fait, c'est le scénario d'initiation. J'ai été voir Vincent avec ce projet qui m'a dit... Qui a dit que, malheureusement, il n'aura échappé à personne que c'est légèrement la merde dans le monde en ce moment, au niveau des matières premières. Et au niveau du devis de base sur 2 bouquins, on est déjà dans des sommes un peu folles, même quand on tape au niveau des plus bas. Alors initialement, je voulais par principe lancer la production en France. Mais lorsque j'ai vu les premiers devis, j'ai dit on va pas aller en France. Alors, on va quand même pas aller en Chine parce que j'ai pas du tout j'ai pas du tout envie d'aller en Chine. Et ne serait-ce que comme on a vu encore récemment, quand il y a un micro cas à Shanghai, ça bloque le port, ça bloque plein de trucs au niveau du monde sur plein de trucs, plein de secteurs. Donc on reste en Europe proche. La sardine qui bloque le port. C'est ça. Donc on reste en Europe proche. Pour le coup, j'ai trouvé quelqu'un en Espagne qui est déjà très professionnel au niveau du jeu de rôle. C'est quelqu'un qui bosse avec Chaos Project. C'est quelqu'un qui a très très l'habitude de, quand on lui parle d'écran de MJ, il sait direct ce que c'est. Bon, j'ai déjà eu des contacts avec des imprimeurs en France que je ferai pas l'offense de citer, mais quand je leur parle de matériel de jeu de rôle, quoi? Bon, t'as compris. Donc du coup, on va partir sur une base d'un livre classique, donc format A4, couverture dure, et en fonction des paliers qui vont monter, si on y arrive, bon, notre CF, il va avoir une figure tout à fait classique, hein, donc palier 1, 2, 3, 4, etc. Et dans les derniers paliers, qui même dans les devis les plus bas, le prix de 2 livres séparés reste relativement élevé parce que ça impacte aussi le port. Donc le frais de port, la redistribution, etc. Donc l'un des derniers paliers, si on y arrive, sera la séparation, en effet, du livre de base des 2 bouquins. L'auteur a quand même été entendu, quoi. Ça, absolument, absolument. En fait, l'idée, c'est l'auteur a été entendu, mais il y a vraiment une réalité. Enfin, moi, c'est pour ça, hein, l'éditeur. Hein. Et ce qu'on veut pas, parce que là, effectivement, on peut faire 2 bouquins, c'est pareil. Hein.
mais alors c'est juste plus abordable. C'est un jeu qui est pas vendable parce que ça va coûter une fortune. Et les joueurs pourront pas se le fournir, et puis ça va être des délais, ça va être compliqué. Donc effectivement, partir sur une base assez saine, où il y aura ce qu'il faut, hein, on lésine pas sur la qualité. Vaut mieux un bon ouvrage de bonne qualité. Et puis si effectivement le CF se fait bien, sachant qu'il parle des derniers paliers, mais ils sont pas si élevés que ça par rapport au premier palier non plus, hein. Le 4 ou 5e ou 6e, enfin ça se fait assez bien, on a revu ça un peu. Effectivement, là on les séparera. Et par contre, le fascicule de scénario, lui, sera à côté. Pareil, les paliers vont nous aider, même s'il y a une partie des illustrations faites, clairement. Plus il va y avoir des paliers de faits, plus il va y avoir des choses comme ça, où là, effectivement, on concrétise les choses. Meilleure mise en page, plus d'illustrations, couverture dure, bouquins séparés, et clairement, ça va intervenir à ce moment-là. Les paliers, c'est de l'amélioration du matériel, en fait. Alors non, ça va être un complément de matériel. De base, moi, je voulais que le bouquin soit vraiment beau. Alors, effectivement, j'aurais voulu 2, bon, ça, ce sera 1, mais il y aura le bouquin, il y aura l'écran, ce sera en couleur, ce sera en dur, ce sera bien mis, ce sera bien illustré. Ça, c'est acquis. Et il y aura des scénarios. Par contre, plus de scénarios dans le fascicule de scénario, effectivement, demande un peu plus de coûts. La mise en page, la relecture, les illustrations, des choses comme ça. Il y a besoin d'un peu plus de coûts. Si ça monte, il y aura plus de scénarios, entre guillemets, bien présentés. Et pour le coup, on parle du recueil de scénarios qui sera fourni avec l'écran du MJ, parce qu'on aura un pack classique avec donc le livre, l'écran et son petit fascicule de scénar. Donc, puisque tous les rôlistes connaissent ça, hein, quand tu achètes un écran, tu as en général un petit livret de scénar avec. En général. Les scénars qui seront débloqués par les paliers seront directement inclus dans ce livret. Donc, il se peut que plus ça monte, il se peut que quand tu achètes aussi l'écran MJ, eh bien, tu reçoives aussi un fascicule de scénar comme hack. Pour le coup, tu auras de quoi faire, c'est très bien, mais plus ça monte, plus forcément, et en matière première, et en relecture, et en mise en page, et donc ça demande, et plus ça monte, plus on aura. D'accord, mais du coup, de base, au niveau du livre de base, du coup, c'est thématique, il y a combien de scénarios dans le livre de base? Pas l'écran, juste Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau 0, on va dire, voilà. Le niveau 0, ça va être fascicule, il y aura 2 scénarios, ouais, c'est ça. Il y en aura dans l'écran, si on y arrive, mais sinon il y a un fascicule avec 2 scénarios. Si tu choisis d'acheter le pack avec le livre simple, puisque le premier pack, en gros, le premier palier, enfin le premier pack, oui, c'est le PDF, et le pack suivant, c'est le livre seul. Ah, il n'y a pas que le PDF. Ah oui, absolument, puisque ceux qui ont les moins de moyens recevront une copie numérique du bouquin. Dans le livre de base, il y a 2 scénars d'intro. Donc, le recueil de scénars, c'est un produit en plus fourni avec l'écran. Donc, dans le livre de base, il y aura quand même 2 scénars pour guider le MJ ou débutant ou qui aimerait commencer une partie avec des repères. D'accord. Et après, du coup, dans l'écran, donc en partant du principe que le financement se passe comme vous l'espérez et tout ça, au niveau de l'écran, donc il y aura un petit fascicule de scénario. On table sur combien de scénarios à peu près? C'est des scénarios indépendants? C'est une mini-campagne? Dans l'écran, il va y avoir deux scénarios, probablement de découverte un peu du monde, du lore. Et dans le fascicule, donc qui sera lié à côté du bouquin de base, effectivement, il y aura là 2 scénarios d'initiation découverte. Comme ça, il n'y a pas forcément besoin de l'écran. Et par contre, après, effectivement, il va grossir. Et là, il va grossir assez vite. Clairement, moi, j'avais envie déjà d'en mettre pas mal. Là, de toute façon, on m'a dit réalité financière, d'accord. Mise en page, illustration, on se calme. C'est gentil, t'as plein de trucs à écrire, c'est super, mais il faut que je puisse le faire, d'accord. Faut penser à l'avenir de la gamme quand même. C'est un peu ça. Faut que quand même ça se fasse. Et donc là, l'idée est effectivement, donc lui, il partira à 2, 4, 6, 8, autant qu'on pourra en mettre, en tout cas que les finances nous permettront d'en mettre. L'idée, il va y avoir des choses que je veux faire découvrir. Les initiations, ça va encore, puisque avec les actual play, trucs internet, globalement, j'en ai fait plusieurs fois, mais par contre, les découvertes, les habitudes, les sus et coutumes, comment on vit un peu les choses, c'est pas forcément évident. Puis je voulais pas faire un bouquin de lore avec des centaines d'histoires qui fassent 300, 400 pages. Et la corruption, comme je la vois, parce que la corruption ne va pas être un pouvoir, je t'envoie de la corruption, tu m'envoies du feu, et ainsi de suite. On va aller chercher dans les émotions, on va aller chercher dans le ressenti des joueurs ou autres. C'est pas forcément facile à mettre en place. Il y aura des explications, il y aura des choses comme ça, et c'est ça, ces scénarios-là que j'aimerais mettre. Mais pareil. Je vais en profiter, bon, tant pis pour le plan, mais tant qu'on est dedans, j'ai 2 questions là-dessus. Avec le problème des coûts en ce moment, pourquoi vous restez sur la 4 et vous passez pas sur de la 5, par exemple? Est-ce que vous l'avez
le format MOOC. Peut-être imaginé, ouais, ou c'était juste pas négociable parce que l'A4, c'est votre format préféré pour l'illustration, c'est le meilleur. Et est-ce que du coup, il y a des financements participatifs qui vous ont servi un petit peu de modèle ou d'exemple sur leur fonctionnement, sur ce qu'ils proposaient, sur les packs, les idées comme ça? Alors pour le coup, l'A4, c'est un petit peu le format qui se fait le plus, on va dire, l'A5 et l'A4. Au niveau de la 5, il me semble, enfin même avec Sylvain, on en a beaucoup parlé, il me semble que la 5, c'est pas le meilleur format pour les Stria, étant donné qu'on voulait un jeu de rôle qu'on estimait vrai, entre guillemets, vous me comprenez, dans la mesure où les jeux qui sortent en format A5 ont un petit côté quand même mini jeu de rôle. On voulait un vrai livre à pouvoir présenter, donc pour ça on est resté fidèle au A4. Quelle était la suite de ta question, la deuxième partie? Est-ce qu'il y a des financements qui vous ont servi d'exemple? Du coup, quand vous parlez de ces fameux paliers, de ces fascicules, de ces machins, est-ce que vous aviez eu des idées, en fait, parce que certains financements vous ont plu dans leur fonctionnement, dans leurs idées? Pour le coup, on est tous les deux aussi des simples clients et des joueurs, hein, donc on regarde aussi beaucoup ce que font les packs Les qui grands. sortent, qui se font par les grands déjà, puisque nous on est baby, hein, dans le milieu pro. Enfin, et on a un petit peu simplement fait comme la plupart des autres font, c'est quelque chose qui marche bien. Et alors plus le studio, bon par exemple pour citer un qui est récent, c'est Odonata avec Sapin Inca. C'est une grosse maison, c'est une maison qui a pu se permettre de prime abord beaucoup de matériel et beaucoup de gadgets, ce que nous on peut pas. Donc pour l'instant on s'est concentré sur l'essentiel, donc PDF, livre, écran, et puis faire grossir ces matériaux là. Et dans un premier temps, il me semble que pour un premier projet, plus les problèmes qu'il y a partout dans le monde qui sont susceptibles en plus de s'aggraver d'ici là, on estime que ce sera déjà pas mal d'amener le projet à terme. L'idée qu'on ait, c'est que moi, c'est mon premier jeu. Je suis le premier jeu de Vincent. Clairement, on a besoin de la communauté. On a vraiment besoin du CF. C'est pas pour la rigolade. On se dit, voilà, je suis une grande maison d'édition, j'ai besoin de 100 000 €. Bouf, au bout de 7 jours, le jeu à 100 000 €. Boum, allez, on le refait. Ça y C'est est, parti, t'apprends 5. Et puis tout le monde le connaît, et puis c'est une réédition et ça se passe très bien. Nous, clairement, on en a vraiment besoin. Et moi, je voulais passer par cette étape-là pour une reconnaissance du public et l'encouragement par le public. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça encourage aussi à de se dire, il y a un public, il y a des choses, il y a des possibilités. Et c'est comme ça que je vois le financement. Et clairement, ouais, c'est la communauté, ça va être les joueurs ou autres qui vont dire, ça passe pas. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Non, non, mais C'est pas fait d'avance, c'est pas, Non, c'est jamais fait d'avance, bien sûr. enfin, C'est clairement pas, hein. pour ça que la com, c'était important, hein, parce qu'on sait Quelque part, tous il y a que c'est pas d'avance. il y a des très grosses maisons d'édition, même francophones, et c'est encore plus, enfin, j'allais dire pire, mais c'est pas pire le mot, mais plutôt, c'est plus Encore plus accentué, on va marqué, dire, dans le milieu anglophone, où il y a des grosses maisons d'édition qui font financer Ils ont un une grand fanbase, coup en fait, de base. de gros budget de com et un gros rouleau compresseur, des jeux qui sont déjà faits, mais qui font tout payer par la communauté, alors qu'ils pourraient très bien avancer déjà les ronds parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut en fonds de commerce. Nous, c'est clairement pas notre cas. Pour tout te dire, j'ai créé la société avec pas grand-chose. Donc j'ai fait le nécessaire juridique, on va dire, mais pour ce qui est des premiers projets, voilà, ce sera clairement l'aide à la commu, et sans nos futurs backers, il y aura pas de jeu, et il y aura non plus pas de futurs projets, enfin sans les commus, même si bien sûr on l'espère pas, mais si notre premier projet voit pas le jour, on a déjà d'autres aspirations, et il y aura quand même aussi la partie com, des futures vidéos à venir pour montrer d'autres jeux, et sans l'aide de nos futurs backers, il y aura pas de projet, quoi. Ouais. C'est le principe de base du financement, en fait, hein. Et puis le principe de base, en se disant, on n'a pas été assez mûri l'idée, on n'a pas assez communiqué, il faut qu'on mûrisse notre idée et puis la proposer quand même on sera niveau un peu com, plus vous avez avancé. été très... On en parlera un petit peu niveau com, s'il nous reste du temps, mais vous avez été bon quand même, enfin, on en reparlera. Ça, c'est sûr. Non, mais ouais. Vince, du coup, toi, côté édition, devenir éditeur, là, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, un an après, quasiment, c'est ça? Ouais. C'est exactement comme tu imaginais, niveau charge de travail, bosser les réseaux, gérer la prod, la relation avec l'auteur, faire les ponts entre les illustrateurs, l'auteur, le machin, gérer la ligne éditoriale. C'est comme tu l'imaginais, ou tu découvres encore les trucs aujourd'hui, malgré ta préparation?
Alors, c'est quelque chose que je connaissais, enfin, c'est une tâche dont je connaissais beaucoup d'aspects parce que je les avais déjà plus ou moins touchés du doigt par rapport au contact relationnel que j'avais déjà des années avant avec d'autres éditeurs connus et d'autres auteurs connus avec qui j'avais beaucoup parlé de ces choses-là. Donc, j'en avais un aperçu. Mais c'est vrai que être soi-même aux commandes et aux manettes, c'est complètement autre chose. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses très concrètement parce que quand c'est toi qui te mets à checker les devis et à discuter avec les uns les autres, c'est une autre facette du métier que je découvre, qui est pas toujours très rigolote, il faut le dire, parce que quand on a le nez dans les chiffres, bon, c'est pas la partie la plus rigolote, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose Ça dépend. S'il y a beaucoup de chiffres. Ouais, s'il y a beaucoup de chiffres, c'est quand même plus sympa. Hein. Ça dépend s'il faut les payer. Ah oui, la commu se comprenne bien. Hein. Il veut bien regarder des très gros chiffres, hein, vous inquiétez pas. Hein, à partir du 31 octobre, il veut bien. On peut se lâcher, voilà, n'hésitez pas. Pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, rien, voilà, pas de mur. Vous êtes libre, rappelez-vous. Il n'y a pas de coffre, on se lâche. Hein, c'est un financement 3D. On peut remplir, hein, faut pas s'inquiéter. Hein. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai vraiment personnellement découvert de plein fouet, on va dire, et j'en apprends encore tous les jours, puisque le projet le financement n'est pas encore lancé. On en reparlera, je pense, vraiment concrètement si le financement se termine au moins au premier palier, et une fois que j'aurai aussi terminé la redistribution. Donc je pense que tu pourras me reposer la question dans un an. C'est vrai que le rôle d'éditeur en tant que professionnel, même si c'est jeune professionnel et même baby professionnel, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, pouvoir échanger avec les auteurs, les différents acteurs du marché, les imprimeurs, même les transporteurs. C'est quelque chose qui est très très plaisant, même si c'est pas toujours rigolo, c'est quand même très pointilleux, ne serait-ce que les autres auteurs, donc par exemple les imprimeurs, les transporteurs aussi, ils ont aussi leur marge, je suis pas leur seul client, donc je suis aussi tributaire de beaucoup de paramètres extérieurs, on va dire. Faut composer avec, c'est pas toujours pratique et ça se passe pas toujours comme je le voudrais, et malheureusement, comme mon cher auteur Sylvain le voudrait aussi, on est tous les deux rattrapés par beaucoup de choses. Mais bon, on fait au mieux et j'estime qu'on s'en sort vraiment pas mal, et dans la mesure où on a une petite fanbase que Sylvain a en partie consolidée depuis qu'il court toutes les conventions, on part quand même confiant, même si on reste fermement harnaché à... Et puis, il vous dit pas, mais après, c'est tout le plaisir de discuter avec l'auteur, de discuter avec les illustrateurs, le bonheur de découvrir le monde des graphistes, d'expliquer bien les choses. Moi, c'est le problème que j'ai eu aussi. Hein. On se dit, auteur, bon, déjà écrire, bon, en français, à peu près relu, pourquoi pas. Pas être un modèle, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça ressemble à quelque chose. Mais alors, quand vous voulez passer un illustrateur, ce que vous avez en tête, ce que vous imaginez, c'est une vraie étape, hein, comme un graphiste. Hein. Ouais, mais tu vois, faut faire un kakémono, faut faire une carte de visite, faut faire un site, un machin. Oui, tu veux quoi? Bah ça, comme ça, c'est joli. Ça va rien dire. Toi, tel tag, machin, je veux tel truc, tel machin, un truc écrit comme. C'est hyper précis en fait. C'est vrai que trouver un illustrateur avec qui arrive à te faire à te ressortir ce que toi tu veux dans la tête, c'est pas toujours évident. Et même moi, sur d'autres projets, j'ai pu avoir déjà pas dire des altercations, mais des contacts qui se font pas forcément bien finis avec des illustrateurs pourtant pros à qui j'avais expliqué des choses, et au final ça va pas compris de travers, et c'était simplement pas une personne avec qui il fallait continuer la chose. Donc pour le coup, avec Garnouille, donc une Nantaise qui plus est, c'est quelqu'un qui a bien saisi, je pense, la chose, et ne serait-ce qu'au visuel, ça attire déjà une bonne partie du monde en convention. Et lorsque ça vient voir, ah mais les dessins sont magnifiques, et bien déjà direct, la personne vient nous voir, et hop, et c'est lequel que vous préférez, vous voudriez jouer lequel, et à partir de là, tout se fait tout seul. Et le côté aspect visuel, donc pour ça, Garnouille, bravo, bisous, très fort. C'était pas du tout fait exprès en termes de com. C'est super important, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. Ça fait partie du jeu. On sait, la couverture d'un livre, l'affiche d'un film, ça fait partie des choses qui accrochent. Et un financement qui accroche aussi, c'est un financement qui est beau à regarder quand tu l'ouvres la première fois, avec des belles images. Mais ça, c'est un secret pour personne, en fait. Tu sais, comme on dit, quand on est au resto, on mange d'abord avec les yeux. C'est vrai. Mais oui, pas faux. Et l'idée, donc vous me disiez comment se distinguer entre auteurs. Clairement, c'est pas en arrivant avec 400 pages de texte écrit en
en 9 Time New Roman que vous posez, là ça passe pas, ou difficilement, en tout cas moi j'ai pas réussi. C'est des illustrations, c'est des idées, c'est de croiser des gens, c'est de monter des communautés. Ouais. Et là, pour le coup, pour reprendre ta question, Keffer, d'avoir vraiment eu les mains dans le cambouis avec le côté faire soi-même la page de financement sur Game On Tabletop. Alors, leur système est génial, hein, mais ça m'a permis de me rendre compte de mes vraies limites de graphiste, entre guillemets. On va dire que j'arrivais à bidouiller certaines choses pour faire des trucs à peu près propres et qui pouvaient quand même se faire comprendre, mais c'était quand même pas du niveau d'un pro. D'avoir vraiment vécu ça moi-même, ça m'a vraiment mis en face de mes limites. Et je peux même te dire que j'ai déjà commencé à faire le nécessaire pour bientôt suivre une vraie formation, pas forcément de vrai graphiste, mais pour savoir me servir un peu plus professionnellement de ce genre de logiciel. Et puis après, on découvre le bonheur sans cesse renouvelé des réseaux sociaux. Là. Alors, au début, les machins, les trucs. Moi, j'ai créé mon Discord au début du confinement. Je savais même pas ce que c'était. Donc, avril 2020, un truc comme ça. Les parties virtuelles, l'inscription aux conventions, toutes les conventions, parce que j'en ai fait quelques-unes. Une vingtaine, je crois. Je t'ai beaucoup vu, ouf. C'est pareil, c'est des boulots qu'on connaît pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'auteur, je m'attendais pas à faire tous ces travaux. Qui est extrêmement nécessaire. Et même ce qu'on fait là, d'aller voir des chaînes YouTube, de faire des actual plays, de faire des interviews, c'est un truc qui est pas souvent. Ça prend du temps en plus. Ça prend du temps et c'est pas souvent mis en avant ou pas souvent utilisé. Et pourtant, c'est important. Ça fait partie de la com. La capacité à discuter avec des youtubeurs, à faire face aux questions. Au début, on fait pas le fier. Après, c'est mieux. Puis après, et du coup, donc, parce que vous avez avoué un petit peu jouer aussi aux jeux vidéo, les trucs comme ça, donc on l'a tous vécu, hein, trouver un nom, c'est parfois compliqué parce que tout est déjà pris. Trouver un nom de maison d'édition un peu accrocheur, mais qui colle un petit peu à au message que tu voudrais faire passer, c'était facile, ça t'est venu tout de suite comme ça, brainstorming avec les copains Alors pour le coup, un jeu à boire. C'est venu archi naturellement. Parce que les éditions du Crystalium, faut savoir que ça fait directement écho au jeu de rôle que moi-même j'écris, qui est quasiment fini, pas illustré, j'ai encore des choses à revoir dessus, mais ça fait plusieurs années que je travaille dessus, qui s'appelle Crystalis Chronicles. C'est un jeu de science-fiction militaire qui est très typé Avatar, mais pas le Avatar de Sylvain, l'Avatar plutôt de James Cameron. Donc, faux Avatar. Tu gardes les murs, quoi. Voilà, non, chez moi, c'est plutôt plus classique. Donc, on garde les murs, même si le terrain de jeu est vaste. Donc, en gros, c'est un petit peu ma lecture perso d'Avatar. Hein, donc, pour te résumer très, très grossièrement la chose. Donc, ça se passe très loin dans le futur. Les joueurs incarnent une escouade de jeunes soldats et partent à la découverte de Crystalis, qui est donc une planète luxuriante, exotique, très ancienne, qui recèle beaucoup de choses à faire. Bon, je vais pas me lancer dans le détail du jeu, c'est pas le sujet. Mais en gros, la ressource phare de cette planète Crystalis, c'est donc le Crystalium, qui est un cristal bleu aux proportions, aux propriétés énergétiques ahurissantes. Donc c'est pour ça que les humains vont sur cette planète. Et donc du coup, après, on part dans tout le lore du jeu. Mais du coup, le cristal bleu, c'est resté, et les éditions du Crystalium, c'est venu un petit peu naturellement. Il me semblait, on a fait un petit brainstorming quand même. Le nom est resté, ça passait bien. Le logo du cristal bleu, c'est fluide, ça amène espoir, c'est du bleu clair. Donc on a fait quelque chose de cool, de transparent, et c'est resté. Et petit retour du coup sur justement tester des marchés, la présence sur les réseaux sociaux, les conventions, qui s'en occupent, comment, quelle proportion, est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise derrière, ou comment vous arrivez à avoir déjà la volonté et la forme d'aller faire toutes les conventions et les tables. Et puis, est-ce que ça demandait une formation spéciale? Est-ce que ça demandait de prendre des avis à droite à gauche chez d'autres éditeurs, d'autres auteurs? Comment vous avez créé cette présence un peu partout? C'est exactement ça. En fait, ça vient de Rémi Saulnier. Rémi Saulnier, c'est un qui fait des très gros jeux de plateau, pour le coup. Et il m'a dit, le seul conseil que je peux te donner, c'est que tu fais des conventions. Alors lui, il en fait énormément. Avec sa femme, là, ils font tout un tas de jeux de plateau, certains excessivement connus, là. Et il m'a dit, fais des conventions. Fais des conventions, fais connaître ton jeu, fais jouer. Alors j'avais déjà un peu cette idée-là, moi, en me disant, effectivement... Si je reste tout seul dans mon coin avec ma pancarte, achetez-moi! Bon, évidemment, ouais, super. Le mec qui passe encore. Mais globalement, tu vends rien parce que personne te connaît.
Et puis après, le plaisir de Facebook. Et puis après, l'ami fait, tiens, mais fais Instagram. Ah bon, alors Instagram. Fofo fait Twitter. Alors, putain, alors là, tu commences à faire des comptes, faut mettre les trucs, les machins, les pots de passe, tu les oublies une fois sur deux. Mais commence, fais YouTube, fais des vidéos. Alors ça, j'ai dit non, parce que moi, le jeu de rôle, je le conseillais pas comme ça. Alors effectivement, Vincent, lui, il en fait un peu, mais moi, pas tellement. Fais Twitch, non, c'est ça? Vous faites c'est ça, Twitch, votre truc là. Alors après, je me suis dit, je vais aller voir des professionnels. C'est pour ça que j'ai croisé tout un tas de youtubeurs en me disant, je vais aller jouer avec eux, puis eux, ils font les vidéos parce qu'ils savent faire. Ouais. Donc alors, ce sera plus simple, mais voilà, mais ouais, c'est ça. Puis Discord, découvert Discord. Une amie, tu sais, sur Discord, ça marche bien, les parties en virtuel. Alors, découvert ça au début du confinement. Je me suis dit, là, faut que je fonce. Tout le monde est coincé chez lui, il faut que j'ai fait jouer au jeu de rôle. Exactement. Et donc moi, ça a été la vraie piste de lancement parce que là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et puis ça permet de faire des conventions partout dans le monde. On a commencé par Draconis, Montréal. Oui, québécois. En février. Alors moins 40 à Montréal, j'allais pas y aller. Et Vincent, il payait pas l'avion, donc je te dis clairement. C'est 1h30 d'avion, c'est au bas de la France. Pas si facile que ça. Il y avait en Alsace, il y avait Dragons, il y avait Octogone, ne serait-ce qu'Octogone, Lyon, c'est pas si à côté que ça non plus. Voilà, c'est l'hôtel, c'est le train, c'est le machin. Troll et Légendes en Belgique. Et donc, dès que j'ai un week-end de libre, je me mets sur une convention et j'y vais et je fais jouer sur ordinateur et je fais jouer dans les assos à côté. Et l'idée, voilà. Et puis, mon éditeur étant en Nice, lui, il fait tout Nice, tout autour de Nice, Marseille, machin, enfin les villes que je connais pas trop là-bas. Et puis on a même des Belges qui nous aident là. D'ailleurs, je crois que c'est demain. Je crois Robin que j'avais croisé à Draconis, un auteur belge, qui fait jouer l'Estria à jamais. C'est à côté de Charleroi, je crois. Un truc comme ça. Et donc l'Estria se fait jouer un peu partout. Vous avez aussi des contacts qui proposent des parties sur des jeux de rôle virtuels, enfin des forums virtuels, par exemple très cher Artemis. Robin, c'est quelqu'un qu'on a bien rencontré, que j'ai aussi pas mal rencontré via Disfiction. Donc on est resté en fin de compte en très bon contact avec Sylvain et Robin, et on s'est suivis d'une convention à l'autre, on est resté en étroit contact, et à force de se suivre, on s'est fait une petite Triforce du rôle, si on peut dire, et on commence à prendre un petit peu l'habitude de bouger ensemble, lorsque c'est possible, bien sûr, mais genre à Octogone, on était ensemble. Ouais. C'est plus sympa. Non, c'est plus sympa, et puis ça va être aussi, après, les coûts de l'essence, les avions, le temps, mais ça permet, toute la région de Nice, ça va être Vincent. Systématiquement, parce que c'est beaucoup trop loin pour moi. Toute la région, moi je suis plutôt aux côtés de Nantes. L'ouest de la France, je vais le faire. Et puis le nord de la France, la Belgique, ça va être Robin. Et puis on avait un ami belge, et puis on a croisé aussi quelques Québécois, donc on essaye de se répartir un peu. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, on a fait tout ce qu'on a pu niveau com, parce que fatigue, parce que on est limité au bout d'un moment, etc. Ou c'est si seulement le financement est réussi, vous vous direz là oui on a fait tout ce qu'il fallait, et si ça foire vous direz non là on n'a pas fait assez niveau com en fait, ou vous pensez ça se jouera pas là-dessus en fait. Niveau com, moi je peux pas faire plus. Je pense que soit je fais mon premier travail, c'est des astreintes, je travaille la nuit, soit je joue ou je fais un interview ou je fais un machin. C'est comme ça tout le long, et puis alors ça fait 2 ans à peu près. Ma femme commence à gueuler, mais et puis là le mois prochain, là c'est pareil. On a mis en plein financement, on a mis des trucs partout, mais globalement et puis ça fait vachement des rencontres vachement sympas. Enfin, je pense que t'es d'accord, Vincent. Et puis même vous deux, tu vois, par exemple, t'as croisé Octogone et tout. Enfin, c'est des rencontres qui sont vachement sympas. Paris et Ludique, on avait croisé des gens vachement sympas. Partout, que ce soit Altavia à Poitiers, que ce soit toutes sortes de personnes, on avait croisé vraiment plein de monde. Et c'est là qu'on découvre que des conventions, j'ai jamais fait avant d'écrire un jeu, j'en ai jamais fait. Sûrement très cette fois-ci, une fois les Utopies à la Nantes. Et déjà, il y en a beaucoup, et en fait, il y en a partout en France, et vraiment d'une manière importante. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Pour le coup, de suivre des formations pour faire de la com et des conventions, c'est vrai qu'il y a des formations professionnelles qui peuvent se faire à ce niveau-là. Mais pour le coup, que ce soit avec Sylvain comme pour moi, on n'a pas vraiment suivi de cursus pro à ce niveau-là. Ne serait-ce que le code conduite, savoir se conduire. Je sais que je connais des intervenants qui ont suivi ce genre de choses. Pour le coup, nous, ça s'est plutôt fait naturellement. Ou moi, pour le coup, comme a dit Sylvain, j'ai la chance d'habiter à Nice.
Donc pour le coup, à côté de Cannes, donc géographiquement, on va dire que c'est facile pour moi d'aller au Festival de Cannes, sur lequel j'étais d'ailleurs présent depuis plusieurs années en tant qu'exposant, partie d'ailleurs pour présenter mon jeu de rôle Chrysalis Chronicles, qui est ce que je fais déjà jouer depuis plusieurs années. Et simplement, je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup la tchatch. Et j'ai le contact facile avec la plupart de mes camarades, qu'on peut dire maintenant concurrents, mais on a quand même gardé un très bon contact. Et même j'hésite pas à poser des questions. Je profite de l'expérience d'autrui, et ensuite j'en fais ma petite tambouille. Donc ensuite on essaye d'aller où on peut quand on peut. On va dire qu'il y a quelques endroits qui sont un petit peu des places to be, genre le Fige. Alors, quelle que soit la qualité, c'est vrai que c'est un endroit où faut quand même y être. Ensuite, le Fige, bon, c'est un endroit qui, le mètre carré est très cher. Octogone, c'est beaucoup plus familial, et c'est pas moins sérieux que le Fige. Donc, voilà, le Fige et Octogone, c'est pour moi, en France en tout cas, c'est vraiment les deux gros endroits où il faut être. Kaisersberg aussi, c'est un très bon endroit. J'ai pas pu y aller la dernière fois puisque c'était le Covid. Donc, pour la prochaine édition, en tout cas, j'ai hâte aussi d'aller là-bas. Et pour le reste, pas vraiment de formation pro, mais sur le tas. On se grandit petit à petit. Petit à petit et ensemble surtout, parce que au début, j'ai pensé à mon idée tout seul. Ensuite, j'ai eu mon camarade Arnaud, et puis ensuite, il y a eu Sylvain, puis maintenant Robin. On a aussi un autre ami avec qui on fait beaucoup d'autres conventions ensemble, et avec qui on bouge régulièrement ensemble. C'est Mano Kanté de Quantique, peut-être que tu connais aussi, qui est un Niçois. Donc on fréquente tous les deux la même asso de jeux de rôle sur Nice. C'est pas drôle, c'est PDR. Et en tant que jeune auteur et éditeur tous les deux, même si lui, son jeu est sorti, donc ça me fait un petit vivier d'expérience pour moi aussi. On discute beaucoup de l'évolution de mon projet du Chrysalium, et de l'évolution d'Elestria à travers mon prisme, on va dire. On était ensemble à Octogone, on était ensemble l'année dernière au Fige aussi. Donc on se forme un petit groupe de petits avec lequel on grandit ensemble. Et à force de se montrer, à force d'être présent, on acquiert, j'estime entre guillemets une solidité. Et la prochaine fois qu'on bouge quelque part, ce sera probablement encore une fois ensemble, quoi. Cool. L'idée étant vraiment, soit on fait le truc tout seul, on est le meilleur, sonne personne, puis ça va rouler. Soit on prend les avis de tout le monde et on s'entraide. Comme je dis toujours, Alestria va probablement remplacer Donjons et Dragons. C'est possible que non, mais c'est possible que oui, bien sûr. Voilà, bon, clairement, on voit un peu le truc venir. Et puis, je me dis, tiens, quand il va sortir son jeu, je vais l'aider, parce qu'il m'a aidé moi. Et puis voilà, de la relecture, de l'aide, de faire jouer aux conventions. Et puis Robin, notre ami belge, là, c'est pareil, on va l'aider avec son jeu, et puis nous, on va le faire jouer, et puis inversement. Et en fait, s'aider à plusieurs pour les réseaux sociaux, pour rencontrer les youtubeurs ou autres. Voilà, vous m'interviewez, je vais leur en parler, et puis vous irez les interviewer, et inversement, ils m'envoyaient d'autres personnes. Et en fait, on se fait à plusieurs. Comme ce que je vois très bien, c'est Scandalicious. Chacun a sa chaîne, mais globalement, tout le monde discute un peu. C'est ah oui, mais tu vas me piquer. 2 personnes, ça va. Enfin, je veux dire, c'est de la niche. On va se piquer rien du tout. Et pareil, il faut vendre moi, j'étais détenu des stands, même avec d'autres éditeurs. Pareil, il dit que j'étais avec des gros éditeurs. Bon, c'est pas grave. Il veut celui-là, on va vendre plutôt ce jeu-là, et puis on va vendre plutôt ce truc-là. Même si c'est pas Alestria, je suis pas obligé de rester que sur Alestria, focus. On est tous ensemble. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. La concurrence marchera pas. C'est un peu difficile de sortir de cette idée préconçue que la concurrence, c'est mieux que la coopération, en fait. Alors, pour le coup, on rentre dans un système où je me rends compte vraiment encore une fois, en tant que baby pro, c'est que il y a certains acteurs du milieu ludique, particulièrement du jeu de rôle, puisqu'on est en plein dedans. Je les citerai pas parce que le but, c'est pas d'incriminer qui que ce soit, mais que ce soit au milieu de l'édition ou de la communication, quand il y en a qui sont gros et qui le savent, ils savent aussi te rappeler que quand t'es petit, tu vas rester petit. Et c'est pour ça que, pour le coup, notre petit putsch d'alliance entre petits, c'est ça. C'est comme ça qu'on grandit ensemble, de toute façon. Et puis c'est tellement sympa.
C'est tellement sympa. On se boit Je des vois très bières. bien ce que tu veux dire. Oui. On a eu des mails Alors, sans le réponse. coup des petits qu'on continue à laisser dans un coin parce que oui, mais t'es petit, tu m'intéresses pas. Par contre, ces gens-là vont plutôt à s'intéresser à des gros parce qu'ils sont gros. Donc, c'est le dilemme du gros qui continue à grossir et le petit qui décolle pas parce que le gros le laisse pas respirer, tu vois. Donc, bon, bah, par rapport à ça, bah, les petits trouvent des alternatives. On bouge entre copains. En plus, on est même plus que des copains. D'ailleurs, Mano, bah, il vient à la maison samedi soir parce qu'on va bouffer ensemble et puis on va faire un jeu ensemble aussi. On est des amis. On parle de beaucoup de choses, même personnelles. Sylvain, c'est aussi pareil parce que mine de rien, en ayant signé ensemble, bon, on a tous les deux mis un pied dans la vie un peu intime de l'autre aussi. Avec Robin, c'est pareil aussi, dans la mesure où on réserve des dates, enfin, on met à contribution notre personnel pour notre commun ensemble, tu vois. Et puis certaines conventions qui sont cool, Troll et Légende, ils sont sympas. Et puis Robin, évidemment, quand Belge nous a arrangé ça, on va dormir chez lui, on va aller à la convention, ils se pointent aux Utopiales, ils vont dormir chez moi. Voilà. On s'arrange. Et c'est valable également pour vous, youtubeurs. Enfin, je veux dire, tu vois, moi j'ai été voir un peu tous les youtubeurs. Alors les gros, comme les éditeurs, te répondent jamais. Et puis les autres sont plutôt sympas et tu te dis ouais je vais faire interview avec lui, puis je vais faire interview avec lui, puis un truc interview avec lui, mais c'est pas grave, ils ont pas la même commu et puis je dirais pas la même chose, ça va rouler. C'est le but. Ouais. Je veux dire, c'est rare que vous soyez tous à 67 millions de téléspectateurs, donc l'intégralité des Français. Globalement, tout le monde approche difficilement du million, même si vous étiez un million, c'est pas grave. Je veux dire, les personnes vont regarder ce qui leur plaît, ils ont pas l'habitude avec vous, avec l'autre. Le but, c'est toujours. C'est pas de la concurrence, à mon sens. Du moment qu'on arrive à toucher une personne de plus par rapport, c'est toujours ça de gagner, en fait. C'est ça. Exactement. On en revient à ce que je te disais par rapport à la compétition et la coopération, quoi. Exactement. Du coup, pour essayer de résumer un petit peu, on va parler du financement. Ça commence à... Le financement, donc, c'est de quand à quand? Ouais. On fait un résumé de tout ça. 31 octobre à partir de 19h. Ouais. Donc, post-utopial de Nantes, on va dire. Et ça va durer un mois. Donc, ça va durer tout le mois de novembre, jusqu'au dernier jour de novembre, fin 21h. En fonction de l'état du financement, on va voir pour rajouter une semaine ou pas. Ou en enlever. D'accord. Probablement qu'on rajoutera un jour ou deux parce que je vais en Belgique et en Alsace. Et donc, peut-être qu'il y aura un petit rab pour nos amis belges. On verra. Parce que le premier et le 2, je suis en Belgique. Du coup, durant ce laps de temps, pendant cet événement, est-ce que vous avez prévu justement des événements, des concours, des animations, des actual plays, par exemple, comme avec ça, des gros d'apparaître. Day Story, hein, à part avec eux, je crois que c'est le 24 novembre. Je sais pas trop, il faudra qu'on voit avec eux. Attention aux effets d'annonce. Ouais, je sais pas parce que c'est des gros, hein, je sais pas si vous allez avoir une réponse. Par contre, ils sont surbookés, ils sont chiants. Non, globalement, sauf si je me trompe, on n'a pas un jour de libre. C'est bien. Alors oui, quelque part c'est bien, c'est bon signe, ça veut dire qu'il se passe des trucs dans votre jeu. On a d'autres youtubeurs, Geek Power nous reçoit pour le lancement, parce qu'ils font ça le lundi, eux, et puis je les connais bien. Incandescent le lendemain, on va avoir d'autres communautés virtuelles sur Discord là, qui sont tout à fait sympas. On a une autre interview avec un youtubeur aussi extrêmement connu, à des millions d'abonnés que tu connais bien, Keffer, l'Eurolist. Que je connais. Effectivement. C'est à mi-octobre, mi-novembre, enfin je veux dire, mi-novembre. Le 14. Vincent va à Marseille, 5 et 6 novembre. Je serai au HeroFest à Marseille, donc en tant qu'invité de la Guilde Saint-Georges, une autre association de Marseille ou d'Aubagne, si je dis pas de bêtises, pour être précis. Donc on a l'honneur d'être invité avec Manu, encore une fois, Mano de Quantique. Donc on y sera ensemble au HeroFest. Donc on va faire jouer Elestria là-bas. Je vais aussi participer fin novembre à une journée inter-association organisée par l'association Les Jeux dans les Yeux, je crois que c'est bien ça, une association de Toulon qui fait une journée inter-asso en fait du Sud-Est, et donc il y aura plein d'assos, d'un beau vivier de joueurs à qui faire découvrir l'Estria. Et je vais aussi normalement faire jouer au club Vence, au club Calliope de Vence. Ok. Je ferai jouer un actual play sur Scandalicious le 4 novembre. Je fais jouer pendant la journée de l'association d'une association à Tours.
Je fais jouer également à Nantes, à une association à Tours, ils ont adoré. Ils m'ont dit c'est génial, ils m'ont réservé. Je fais une partie, ils m'ont mis 15 joueurs, donc j'ai dit on va faire 3 parties. Ouais, on va. Hyper sympa. Ils avaient eu Bruno Guérin à l'époque, un ami aussi. À Nantes, on va faire jouer en virtuel pas mal. Je vais aller au Mans. Ça c'est sur Nathalie Saulnier qui m'a dit tiens, appelle-le de ma part, il va venir. Donc ils me reçoivent au Mans où ils faisaient pas beaucoup de jeux de rôle, ils en font cette année et moi je vais être invité là-bas, c'est cool. Évidemment les assos qui m'ont vu naître, celle de La Roche-sur-Yon qui est à côté de chez moi, parce que quand même ils ont testé un petit peu au début mon jeu, donc je retourne les voir. Et puis on va aller jusqu'en Belgique, à côté de Bruxelles, donc à côté de Bruxelles, à Namur et à Charleroi. Et après on va retourner voir Guillaume Hatt du Grog en Alsace et on va croiser plein de trucs, notamment le Chad, si vous connaissez. Normalement les scandaleux connaissent. Mais je suis arrivé dans et la on va croiser plein de monde et on y va pareil avec Robin, avec son frère qui est illustrateur et avec Quentin Forestier qui fait animer Was the Mistake et la FB là. Donc une bonne bagnole de Belges et de Français et en avant. Et ça va être très sympa. Super. Au niveau avancement du projet actuellement, donc on en est à peu près où la livraison PDF, fin de pledge des PDF, un truc comme ça? Alors pour ce qui est du texte, il est en partie fini, il est en cours de relecture, et là aussi on est quasiment à la fin de tout ça. Il restera la maquette à faire, donc pour ça je table sur du 1 mois et demi. Ça va aussi dépendre du retour que je vais avoir, qui est encore pas super précis, mais bon, ce sera du maximum de mois. Ensuite, il y aura la phase de production, donc entre la production, livraison, redistribution. Mettons que, fin décembre, ce soit fini. Quelque chose comme mi-2023, on devrait être dans les coups. D'accord, et donc le PDF sera disponible du coup avant, bien évidemment. Oui, bien sûr. Normalement, si je dis pas de bêtises, sur les coups de février, quelque chose comme ça. D'accord. Pour le coup, les backers peuvent être assurés. Le bouquin est déjà en partie écrit, donc. Vous l'avez tellement fait tester de toute façon. C'est un jeu, vous avez de toute façon, voilà. Je pense qu'on a la preuve que le jeu il existe en fait déjà de base. Il y a eu j'ai refait un peu le point, 600 joueurs différents depuis 2 ans à peu près. Sans compter tous ceux que font jouer Vincent, par exemple, pour Robin. Oui, ou que d'autres personnes. À peu près à ce taux-là. Okay. Rapidement, dites-nous, est-ce que vous pensez déjà à un futur de la gamme? Parce qu'on imagine toujours le meilleur. Un petit futur de la gamme, on va parler un petit peu du futur aussi de la maison d'édition. Vous en êtes où, du coup, sur ces points-là, quoi? Alors pour la gamme, c'est sûr qu'on va sortir de prime abord donc le livre de base, donc des scénarios qui sont surtout destinés à être du one shot. La campagne, bien sûr, qui, je l'espère, devrait suivre si le projet initial est une réussite. Bon, on croise bien sûr tous les doigts que oui. Mais il y aura bien sûr la campagne principale à suivre, éventuellement donc d'autres campagnes ensuite à venir, puisque il y a plein d'idées dans la tête de Sylvain, donc. Elles sont écrites et testées, mais il faut les mettre en page et bien les relire. Mais elles sont déjà. Il y a une campagne qui est effectivement décrite, mais le public est un petit peu exigeant et il faut bien que c'est une belle arborescence et tout ça. Et là, clairement, c'est toujours des compromis, le jeu de rôle de toute façon. Il faut un truc au cordeau avec des maquettes et des illustrations. Et il y aura également après un gameplay différent, à un autre âge, après cette campagne justement, après avec une autre campagne. Mais là, c'est pareil. On parle de projet, d'accord. Les idées sont là. Entre projet et réalisation, voilà, c'est Vincent qui vont gérer une bonne partie. Et voilà. Il y aura peut-être aussi un petit truc pour enfants. Milestria, ça va finir en jeu vidéo. Milestria, une version enfant, une marque qui est déposée. Ça, on verra si je le concrétise ou pas. Alors, version enfant de 5 à 10 ans, parce que globalement, au-dessus de 10 ans, Milestria, aucun problème. Clairement, pour les enfants, aucun souci. Moi, mes enfants de 5 et 8 ans, ils y jouent. Alors, j'aurais fait une version un petit peu simplifiée. C'est pour ça que je vais la faire. Mais là, pareil, un boulot de malade. Travailler avec les enfants et autres, tous des tests, des réseaux sociaux, des machins. Pas tout de suite, clairement. Et puis quelques trucs qui seront un peu marrants ou quelques scénarios. Peut-être un autre recueil de scénarios pendant que la campagne, où là, effectivement, il y aura plus gros. Ça, c'est à voir, c'est à tester, c'est à discuter. C'est des projets, mais il y a pas mal de scénars dans ma tête. Et il y a des campagnes, enfin, il y a des choses derrière. Ça s'arrêtera pas là. Okay. Pour ce qui est des Stria, il y a encore pas mal de choses à venir. Pour ce qui est du Chrysalium, donc, on compte aussi faire du jeu de plateau sur la même lignée du jeu de rôle. Donc, je peux en parler car c'est quasiment signé et c'est des gens avec qui on s'est déjà bien mis d'accord. Donc, on a 2 jeux à venir très bientôt. Donc, bon, ce sera bien sûr après les Stria. Mais le premier, c'est la Ferme ADD.
Donc un jeu de Lionel Borg, qui est un auteur niçois aussi, qui a déjà sorti pas mal de jeux. La Ferme DD, c'est un pur jeu d'ambiance, donc jouer en famille ou avec des amis, et c'est un jeu qui aura tout pour faire rire. Et l'autre jeu, c'est un jeu de Phil Viscaro, qui s'appelle Life. C'est un jeu dans lequel il va falloir un petit peu donner vie à plein de créatures toutes mignonnes sur base d'un jeu d'échange de gemmes de couleurs. Donc ça, ce sera 2 petits jeux de plateau à venir prochainement. On devrait bientôt commencer à communiquer là-dessus. J'en avais déjà parlé dans une première vidéo, mais là, ça se concrétise de plus en plus. Donc ce sera immédiatement après l'Estria, ce sera ça dont on va s'occuper. Et au niveau du jeu de rôle, on a aussi d'autres projets qui, normalement, je dis là, je peux pas en parler précisément puisque c'est encore pas fait. Oui. Mais au niveau de la traduction, on devrait pouvoir faire venir des choses de très atypiques, intéressantes et surprenantes. Voilà. Ok. Hey. Donc ce sera de la trad. On a déjà cette piste. Ah ouais, c'est ok, c'est intéressant. Ok. Voilà. Ok. Juste une petite question quand même avant de clôturer un petit peu tout ça. Que ce soit dans des projets futurs ou que ce soit par exemple dans des paliers au niveau du financement, est-ce que vous avez pensé à des trucs virtuels? Une fiche Roll20 ou Let's Roll ou ce genre de truc? Est-ce que Alors, vous avez des projets de, je sais pas, par exemple de battle map ou de pack numérique justement à offrir aux gens qui s'intéressent à Elestria? alors j'ai un fan qui me l'a fait sur, je sais plus quel logiciel, ma feuille de personnage. Ah, Mais je m'y refuse. Ah, Pourquoi je m'y refuse? Si vous prenez une battle map, vous mettez sur votre écran, bah, ça va être en 2 dimensions. Bien faite, peut-être une 3e dimension, mais vous allez vous fixer sur l'image que vous voyez et vous allez vous casser votre imagination. Vous allez rester sur cette battle map. Alors, en plus, c'est vachement bien fait, hein, j'ai déjà essayé des trucs Roll20, mais vous allez rester là-dessus. Et c'est alors battle map, alors le côté map déjà, et alors le côté battle, voilà. Et pareil, le Roll20 ou autre, le Roll20 c'est un soutien, effectivement, si on veut extraire des personnages ou mettre des illustrations. Mais il va pas y avoir de pack Elestria parce que justement, ça va être la transgression de l'espace de jeu, de la découverte ou autre. Et avec des univers ou des endroits, des donjons entre guillemets, sans mur, où j'ai un peu de mal à trouver des illustrations ou des endroits qui me plaisent bien. L'idée, c'est si vous mettez un obstacle sur une battle map ou autre, vous mettez un coffre, vous voyez au-dessus. Vous l'avez pas. Vous n'allez pas voir s'il y a des trucs métalliques, vous n'allez pas rajouter, parce qu'il y a plein de choses narratives en fait qui vont venir, et si l'image est déjà fixée, ça casse un peu les choses. Et puis je suis un vieux rôliste qui aime bien le contact avec les gens, mais oui, la partie virtuelle sera pas simple, hein. S'il y a de la partie virtuelle sur l'Estria, moi j'ai pas prévu. Enfin, d'accord. il y a une fiche. C'est possible de le faire, bien sûr, mais il n'y aura pas des kits tout faits pour le faire. D'accord. On laissera éventuellement, comme a dit Sylvain, faire leur propre petit contenu à ce niveau-là. Ah non, mais bien sûr. Professionnellement parlant, pour les packs et pour le financement, c'est pas prévu. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des remerciements, des choses qu'on n'a pas abordées, que vous voudriez aborder avant la fin de la vidéo? Des questions qu'on n'a pas posées? Allez-y, c'est pour vous. C'est votre moment. Ouais. C'est la phrase que je dis toujours, déjà merci à tout le monde, de toute façon on va le voir un peu après. C'est surtout les actual plays, les vidéos, les choses comme ça, c'est très bien, mais surtout venez jouer au jeu de rôle. Alors Elestria bien sûr, c'est un super jeu, mais surtout venez jouer au jeu de rôle. Peu importe ce que c'est sympa de regarder, il y a des vidéos qui expliquent tout ça, mais surtout n'hésitez pas à venir, il y a des Discord, il y a des conventions, on se rend disponible, soit Vincent, moi ou même d'autres MJ, vous pouvez jouer à l'Estria. Il y a clairement, venez jouer au jeu de rôle, venez découvrir. Ça se fait très très bien. Des jeux de rôle sur tous les types d'univers, tous les types d'ambiance. Ayez la curiosité d'essayer, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Mais en tout cas, n'ayez pas peur et personne ne vous mangera. Sauf si vous êtes en chocolat. C'est autre chose. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Peu d'heures de sommeil, mais beaucoup de plaisir à venir, on en est certain. Ça. Et on compte sur vous à partir du 31 octobre. Et merci, à bientôt. Et au 31 octobre, on compte sur vous pour un mois pour qu'Elestria finisse dans vos boîtes aux lettres ou dans vos armoires, sur votre table de jeu, et que vous puissiez en profiter. On compte sur vous. Et puis merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Et on remercie Kiefer
Manitou de Die Story qui nous ont interviewés de main de maître. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et de toute façon, on se dit à très bientôt du coup. Ouais. On mettra de toute façon tous les liens en description pour vos réseaux, vos histoires des machins. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Hein, dans la description juste en dessous. Voilà. On se revoit bientôt, merci. Waka nous au prochain Octogone. Et voilà. Oui, Waka Kaisersberg, c'est plus près. C'est plus près. Merci à tous. Ciao. À plus.